Bonsoir à tous. Merci déjà d'être venus aussi nombreux. Donc vous êtes là presque aussi nombreux que la première fois. Donc sachez que vous êtes au moins une bonne soixantaine. Avant de commencer, quelques remerciements. Déjà un remerciement au bar Le Stalingrad de nous accueillir dans cette salle pour nos conférences. Un remerciement aussi à nos professeurs, toujours l'équipe pédagogique qui nous encadre tout le temps le long de nos démarches pour trouver les intervenants, pour la communication, pour le matériel. Donc les conférences se font aussi en collaboration avec eux et on les remercie encore de leur investissement. Merci bien sûr à Clément Duzong et à François Stolz d'avoir accepté l'invitation pour participer à cette conférence sur la place du vélo en ville. Clément Duzong, il est doctorant à l'université Gustave Eiffel à Paris. Et François Stolz est le nouveau président de l'association Véloxygène à Reims. Avant de commencer, juste quelques rappels. La conférence, elle est filmée aujourd'hui, donc vous avez la caméra qui est là-bas. Donc vous ne serez pas filmés, juste les intervenants. Donc pour les droits à l'image, il n'y a pas de souci pour vous. On va aussi vous demander de bien vouloir laisser toujours un passage libre au milieu des tables, en fait, de ne pas encombrer la rangée pour des questions de sécurité. Faciliter aussi à nous nos déplacements et les vôtres si vous avez besoin de sortir. Une petite précision, les cafés Urbas sont apolitiques, donc on œuvre pour aucune campagne, aucun parti. On sait que le thème il est très pris en ce moment du fait des municipales. Voilà, on est neutre. La conférence, donc pour ceux qui étaient venus la première fois, juste un petit rappel, elle est en deux parties. Donc une première partie qui va se concentrer sur les interventions de Clément et de M. Stolz, qui vont faire un principe d'échange sur cette question. Oui. Chacun leur présentation. Et ce moment sera suivi d'une séance de questions et de discussions autour du thème, où vous pourrez participer et interagir avec les intervenants. Voilà. Merci à tous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, encore une fois, et merci du coup aux étudiants de m'avoir invité. Moi-même et François, je pense qu'il est ravi aussi d'être là. Donc moi, comme vous avez entendu, je suis doctorant à l'université Gustave Eiffel. Alors c'est une université qui vous dit sûrement rien du tout, c'est normal, elle existe depuis le 1er janvier 2020. Donc c'est tout nouveau. Mais en fait, c'est une fusion de différents établissements, différentes universités. Donc moi, avant, ça s'appelait l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Peut-être vous connaissez, donc c'est à Paris, en tout cas en périphérie parisienne. Et du coup, moi, je suis doctorant, je suis en 3e année de thèse. Et exactement, ma thèse, c'est sur l'usage du vélo en proche banlieue parisienne. Donc moi, ce qui m'intéresse, voilà, vraiment mon sujet perso, c'est vraiment le vélo, mais sous le prisme des territoires de proche banlieue et de voir voilà, qu'est-ce qui se passe hors de la ville-centre sur ce retour de l'usage du vélo. Donc je vais essayer de parler un peu de ce que je fais pendant ma thèse et des différentes recherches que j'ai pu aborder et que je peux aborder encore aujourd'hui. Et puis je vais essayer aussi d'avoir en premier lieu une approche un peu plus générale sur un peu l'histoire du vélo en France, l'histoire sociale du vélo et un peu ce retour du vélo aujourd'hui, voilà, de quelle dynamique, de quelle trajectoire il est l'héritier, d'essayer de voir un peu ce qui se passe de manière très générale. Donc sûrement que vous avez des références et des idées sur ces thèmes-là. Et on va essayer tous de revenir ensemble. Et puis après, François lui fera une présentation qui sera plus sur Reims, ville que moi je connais très peu, et notamment sur l'usage du vélo. Donc François pourra avoir un avis plus spécifique sur la particularité et le cas de Reims. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je vais faire voilà, ma présentation en deux grandes parties. Une vraiment sur le retour de l'usage du vélo, et notamment dans les villes en France, pour finir voilà, pourquoi on arrive aujourd'hui sur le retour dans les villes. Et puis, je vais vous présenter ensuite, moi, le cas de l'Île-de-France, le cas francilien, que moi, je connais bien et qui est du coup mon sujet d'étude. Donc, si je vous parle de l'Île-de-France, je suis désolé encore de venir dans une autre ville ou encore vous parler de Paris. Mais c'est parce que, voilà, c'est encore une fois, c'est mon sujet. Et puis, je pense qu'il y a aussi une question un peu d'exemplarité dans le cas parisien qui souvent inspire, malheureusement, du fait de la forme de notre État français, les dynamiques, que ce soit en matière de mobilité ou sur plein d'autres sujets, évidemment. C'est pas que lié à la mobilité et pas que lié au vélo. Il y a un sociologue français qui s'appelle Philippe Gaboriau, qui n'est pas un sociologue très très connu, mais qui a au début des années 90 essayé de théoriser un peu l'histoire sociale du vélo. Il a essayé de prendre un peu de recul et d'essayer de comprendre voilà, quelle est la trajectoire que le vélo a eu en France et globalement dans tous les pays d'Europe occidentale et même tous les pays occidentaux. Un peu essayer de voir l'histoire sociale du vélo, voilà, par quelle étape le vélo est passé.
Et il est arrivé à 3 grandes étapes. Donc il a fait ça là, au début des années 90, donc il y a quand même pas mal de temps déjà, presque 30 ans. Et donc il a découvert, selon lui, il y a 3 grandes étapes. Il y a d'abord l'âge bourgeois du vélo. Je vais les développer après, mais voilà, un âge bourgeois qui se situe au 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle. Ensuite, un âge populaire où là vraiment il y a une sorte de démocratisation de l'usage du vélo et de la pratique et de l'objet vélo aussi, qui donc sur l'entre-deux-guerres à peu près et sur juste après-guerre, juste l'après-seconde guerre mondiale. Et l'âge écologique qui serait plutôt l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui s'est entamé dans les années 70, avec évidemment les premières crises environnementales et premiers émergence de ces problématiques-là, quoi. Donc je vais essayer de vous raconter un peu cette histoire-là et voir comment on aboutit aujourd'hui voilà, sur ce retour de l'usage du vélo en ville, et d'essayer de voir un peu cette histoire, cette généalogie-là, qui est vraiment une histoire évidemment qui a plusieurs siècles. Donc sur l'âge bourgeois du vélo, il faut savoir qu'au début, le vélo, le premier vélo, on le date souvent à 1815. Donc c'est un vélo, vous savez, ce qu'on appelle les draisiennes, donc sans pédale, où juste on court posé sur 2 roues qui sont tenues par un cadre, donc on court, il n'y a pas vraiment de pédale. Donc ce vélo-là, il va y avoir pas mal d'expérimentation au 19e siècle, vous le savez sûrement. Et au début, évidemment, en fait, c'est un objet qui est extrêmement cher, rare. Donc c'est plutôt l'élite qui peut se le permettre, et puis c'est plutôt un objet assez ludique, assez rigolo. Et en fait, c'est pas vraiment vu comme un moyen de transport, mais plutôt pour faire des exploits, pour faire des exploits sportifs et physiques. Et petit à petit, évidemment, il va y avoir une démocratisation de cet objet avec plein d'inventions qui vont être faites, avec l'apparition des pneus démontables, l'apparition des pédales, l'apparition de la chaîne, du dérailleur, etc. Mais ça va tout de même rester un objet des classes bourgeoises, et ça va peut se développer en tout cas jusqu'au début du XXe siècle, et ça va rester un objet de classe plutôt aisée. Et là, je vous ai mis 2 affiches vraiment du tout début du XXe siècle, 2 affiches de promotion de vélo. Vous avez sûrement vu des dizaines de fois des images comme ça publicitaires, notamment aujourd'hui où c'est très à la mode ce genre d'affiches. Vous voyez bien dans les représentations qui sont faites de l'usager, et notamment là ces 2 femmes, c'est pas des représentations qui sont anodines sur les choix de l'esthétique, de la façon dont on s'habiller, des endroits qui sont représentés. On imagine un bord de mer normand sur la gauche, un col de montagne sur la droite. Et on voit bien que c'est au début, tout au début du siècle, vraiment un objet et une pratique qui est vraiment très attachée à une classe en particulier. Et alors pour la particularité, même ce qui est un peu drôle, c'est que sur l'affiche de droite, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir d'où vous êtes, mais en fait, il y a un dérailleur. Il y a un dérailleur ici, et c'est l'apparition des dérailleurs sur les vélos. Et en fait, cette publicité, c'est pour montrer que même les femmes peuvent aller... voilà, c'est le discours de l'époque, mais même les femmes peuvent arriver à monter à vélo en montagne. Et on voit derrière tout un tas d'hommes qui sont avec des vélos qu'on imagine sans dérailleur, et qui du coup peinent, et que elle, du coup, cette femme, elle est toute guillerette et sans effort, et même en robe, la preuve, elle peut arriver à le faire, donc n'importe qui peut le faire. Donc voilà, les normes de la féminité dominante, déjà à l'époque, c'était déjà pas mal, hein. Mais voilà, évidemment, qu'est-ce qui va se passer avec l'usage du vélo, avec l'objet vélo? Va y avoir une démocratisation avec l'industrialisation, évidemment. Et là, il y a le secrétaire du Touring Club de France, donc, qui était l'association de cyclistes qui promouvait le cyclisme, et notamment le cyclotourisme à la fin du 19e siècle, qui disait, donc lui, il prévoyait à cette époque-là, il n'y avait pas encore eu cette étape de démocratisation de l'usage du vélo. Il disait, alors ce qui s'est passé pour la machine à coudre se produira pour le cycle. Donc cette idée qui va voir, voilà, avec l'intensification des moyens de production, la baisse des coûts, la baisse du coût du vélo, il va y avoir une démocratisation de l'usage du vélo. Et si on regarde le graphique de l'évolution du parc de bicyclettes et du nombre d'heures de travail nécessaires pour acquérir une bicyclette, donc lui, il a dit ça donc à la fin du 19e siècle. Et donc on voit bien envers l'évolution du parc de bicyclettes en France. Donc on passe de quelques milliers à plus de 9 millions, donc c'est la courbe en verte avec les valeurs à gauche. Et le nombre d'heures nécessaires pour acquérir un vélo, on voit bien que ça chute, et il y a un croisement des courbes qui semble évident. Et donc on arrive en 1938 avec vraiment un usage du vélo qui est vraiment massifié et très très développé en France. Donc ça, c'est les chiffres en France, hein, seulement pour le parc en France. Et donc après, dans l'entre-deux-guerres, on a toute cette image populaire du vélo qui se développe, notamment avec
avec le Front populaire, les premières vacances, ce genre de choses, avec des formes de vélo aussi qui apparaissent, avec les tandems, les gens en couple qui partent en voyage, en vacances en tandem. Et du coup, il y a aussi tout un type de vélo, et forcément, ça fait un peu écho à ce qu'on a aujourd'hui avec le retour de l'usage du vélo en ville, avec des formes de vélo qui s'adaptent aux besoins et à l'histoire de l'époque, et à l'usage du vélo de l'époque, donc notamment les tandems, voilà, qui étaient un peu le vélo représentant de cette époque-là, de gens qui partaient en couple en voyage. Et aujourd'hui, on a encore, avec l'histoire actuelle du vélo, nos vélos électriques, nos fixies, etc., qui correspondent à d'autres logiques, à d'autres besoins, qui sont évidemment celles du moment. Donc là, c'est une photographie d'une usine, hein, des photographies comme ça, il y en a plein, ou même des images, des vidéos, il y en a plein aussi, d'usines du début du siècle, notamment des années 30, avec des ouvriers voilà, qui viennent tous à vélo, des choses qui étaient totalement banales à l'époque et qui nous semblent évidemment très très loin aujourd'hui. Donc je suis sûr que vous avez plein d'idées de cet âge populaire du vélo, de l'entre-deux-guerres et de juste après-guerre, d'images ou dans la culture populaire, dans les films, etc. Enfin, je pense à Jour de fête ou aux voleurs de bicyclettes, ce genre de choses, enfin, aux références que vous avez sûrement. Et évidemment, il y a une chanson aussi très connue qu'on a héritée un peu de cette époque-là, la chanson La bicyclette, chantée par Yves Montand et écrite par Pierre Barou, que vous connaissez sûrement aussi, j'en suis sûr. Et ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est que cette chanson, en fait, donc là j'ai mis les paroles que vous connaissez tous, et cette chanson, en fait, elle a été créée en 68, et en fait, en 68, en fait, c'est déjà une époque où le vélo, c'est plus trop à la mode. Et en fait, notamment à Paris, la pratique du vélo, elle s'est quasiment totalement effondrée, et c'est le cas pour plein de villes françaises. Mais en fait, l'auteur, donc Pierre Barou, il écrit et il parle d'une époque où il se déplaçait à bicyclette. Il parle au passé à chaque fois. Il dit quand on partait le bon matin, il parle vraiment d'une époque qui est révolue, d'une époque qu'il ne connaît plus parce qu'en fait les cyclistes ils ont déjà disparu à cette époque. Et en fait ce qui est intéressant c'est que le cas de Pierre Barou, en fait c'est un petit enfant juif qui a été exilé en Vendée pendant la Seconde Guerre. Et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, du fait des contraintes d'essence, des contraintes de déplacement, etc., imposées par l'occupation, en fait, il y a eu un retour un peu d'usage du vélo et une résurgence et un maintien de l'usage du vélo pendant toute cette époque. Et ce qui fait que voilà, il se rappelle de cette époque où ils se déplaçaient tous à bicyclette, alors qu'aujourd'hui, c'est totalement révolu. Donc il y a cette logique de, là, on est déjà passé à autre chose et on se remémore quelque chose qui est passé, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe après? Évidemment, vous le savez bien, hein, les 30 glorieuses arrivent à partir des années 50, l'économie française commence à aller un peu mieux. 60, là, il y a une massification de l'automobile et de la motorisation avec les deux roues, etc. Avec d'abord les Solex, toutes ces mobylettes qui vont envahir la mobilité qui vont prendre la place dans la mobilité des Français. Et à partir des années 70, on commence à voir, mais c'est très 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 léger évidemment, des quelques revendications de la part d'un peu de proto-hippie, proto-militants pro-environnement qui vont arriver et ils vont commencer à remettre en cause un peu cet usage massif de l'automobile et cette domination de la motorisation des mobilités. Et voilà, et à Paris, par exemple, en 72, on a une première manifestation de cyclistes par les Amis de la Terre. Donc les Amis de la Terre, c'était une des premières associations environnementales de l'époque. Et on a une manifestation avec plusieurs dizaines de milliers de cyclistes. Et c'est intéressant, il y a une vidéo INA, je vous invite à aller la voir si vous êtes curieux, une vidéo INA où il y a un reportage de cette manifestation de 72, où évidemment, ces militants-là évoquent un peu tout ce qu'on pourrait reprocher aujourd'hui à la motorisation et à l'usage massif de l'automobile, et notamment en grande ville, avec ces questions de pollution, de congestion, etc. Enfin, toutes ces choses qui nous semblent évidentes à l'époque et qui semblent évidentes aujourd'hui, mais qui, pour l'époque, étaient les manières de remettre ça en cause. Donc, c'est évidemment le début de cette revendication-là, ça va prendre un peu de temps. Et aujourd'hui, évidemment, on en est un peu l'héritier. Mais voir le vélo tout seul, là je vous ai parlé de l'histoire du vélo tout seul, mais évidemment que ça se fait en rapport avec les autres modes de déplacement. Parce que nous, ce qu'on dit souvent en mobilité, c'est que c'est un système, la mobilité, et que tous les modes de déplacement, en fait, évoluent les uns avec les autres. Comme on part du principe que le budget de temps de déplacement par jour et par personne, il est stable, et forcément, s'il y a un mode qui se développe, c'est les autres qui vont se réduire, et ainsi de suite. Donc, étant donné que sur cette période d'après-guerre de 30 glorieuses, on a l'usage de la voiture, des deux roues motorisées qui vont fortement augmenter, de fait, le vélo, il perd de sa place dans les déplacements, mais aussi dans l'espace public, parce qu'il y a aussi une sorte un peu d'élimination physique des véhicules motorisés sur le vélo. Donc, il y a aussi tous ces modes qui se réajustent les uns par rapport aux autres.
Donc voilà, encore une fois, je vous ai parlé que du vélo, de l'histoire sociale du vélo, mais c'est à prendre en compte avec l'évolution des autres modes, puis l'apparition des transports collectifs aussi. C'est à une époque, évidemment, dans les 30 Glorieuses, où les transports collectifs, vous savez, on essaye de les supprimer, enfin, de les limiter sur la voirie pour laisser plus de place pour l'automobile. Notamment, c'est la période où on va supprimer tous les tramways pour plutôt remplacer par des bus. Donc il y a toute cette réorganisation qui s'est faite à un moment et qui se fait toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, puisqu'on est sur une période où le vélo devient plus intéressant, forcément, il y a les usages et la place des autres modes sont réfléchis en conséquence. Donc là, j'ai parlé de l'exemple typiquement français. Et c'est vrai qu'il y a dans d'autres pays, et notamment, je suis un peu obligé d'en parler, des Pays-Bas, qui est toujours un peu le modèle qu'on évoque en politique vélo et dans le retour de l'usage du vélo. Aux Pays-Bas, dans les années 70, il y a eu à peu près cette même prise de conscience et qui n'a pas eu le même effet qu'en France. Aux Pays-Bas, cette prise de conscience, elle a eu un impact beaucoup plus important parce que vous le savez tous, aujourd'hui, les Pays-Bas est un pays pro-vélo avec beaucoup plus d'aménagements, plus de choses prévues pour les vélos et une part modale du vélo qui est beaucoup plus importante que chez nous. Mais en fait, aux Pays-Bas, c'est un peu comme l'histoire de la manifestation que je vous ai parlé tout à l'heure avec ces cyclistes sur les Champs-Élysées. Aux Pays-Bas, on a eu dans les années 70, pareil, un peu une prise de conscience des problèmes liés à l'usage de l'automobile et notamment des accidents de voiture. Et en fait, il y a eu un journaliste néerlandais qui a eu son enfant qui est mort dans la rue, qui s'est fait renverser par un automobiliste et qui a écrit un article pour essayer de sensibiliser la population néerlandaise aux accidents, notamment aux accidents des enfants, des accidents de sécurité routière des enfants aux Pays-Bas. Et donc là, c'est des chiffres que j'ai trouvés au début des années 70. Il y avait plus de 400 décès d'enfants par an aux Pays-Bas. En 2010, voilà, ils sont seuls tombés à 14 décès. Donc il y a vraiment eu une prise de conscience de ce danger-là et du fait qu'en fait, la rue n'était plus quelque chose d'accueillant, notamment pour les enfants et même pour tout le monde. Et en plus, il y a eu cette idée que aux Pays-Bas, on a une logique de la ville et de l'urbanité qui était beaucoup plus développée qu'ailleurs, et ce qui fait que les Néerlandais se sont rendus compte qu'avec l'automobile, avec la construction de grandes autoroutes, de voies rapides, ils perdaient en qualité de vie. Donc il y a eu vraiment cette prise de conscience qui évidemment s'est faite difficilement, parce que comme toute lutte, évidemment, ça a pris du temps. Et là, je vous ai mis un petit exemple d'un article de presse qui est paru à La Haye en 79. Et en fait, c'est un article de presse où c'est à une époque où ils commençaient à faire des aménagements cyclables, commençaient à penser au vélo, etc. Mais évidemment, comme souvent, et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, ça plaisait pas trop aux commerçants de la rue, parce que qui se disaient, évidemment, on va faire un aménagement pour les vélos, les gens pourront plus venir se garer, on aura moins de clients, etc., etc. Et donc là, c'est un article de presse qui est intitulé, j'ai traduit en bas dans le titre, donc la police et la municipalité ont surveillé la démolition de la piste cyclable. Donc c'était une piste cyclable toute neuve qui venait d'être faite, et les commerçants qui n'étaient pas d'accord de l'aménagement, et du coup qu'on demandait à ce qu'on démantèle, et ils ont réussi à la démanteler. Donc voilà. Donc pour montrer que aux Pays-Bas, donc là c'est deux photos de la même rue à Amsterdam. Évidemment que Amsterdam ou les Pays-Bas sont passés de la photo de gauche à la photo de droite. Évidemment que ça s'est pas fait naturellement. Il a fallu du temps, etc. Et que pareil, le retour de l'usage du vélo en France, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors évidemment, il y a des différences de contexte qui sont à chaque fois importantes à prendre en compte. Et notamment, ce qu'on dit souvent, c'est que les Pays-Bas n'avaient pas d'industrie automobile. Donc en fait, ils voyaient pas c'était pas très grave d'arrêter de circuler en voiture et d'essayer de mettre de la place au vélo parce qu'ils n'étaient pas dépendants d'une industrie qui était nationale comme nous, on a avec nos grandes entreprises. Et puis il y a plein d'autres particularités. Évidemment, la taille du pays, le fait que ça soit fortement urbanisé, les Pays-Bas, contrairement à la France. Mais enfin, il y a plein de particularités. Mais en tout cas, on peut essayer de voir toujours des similarités et toujours essayer de voir ce qui a été fait dans d'autres contextes pour pas forcément s'en inspirer, mais au moins comprendre et voir ce qui se passe ensuite par chez nous. Donc ensuite, pour parler un peu plus du cas de l'agglomération parisienne et de l'Île-de-France, je vais vous parler un peu de ce qui se passe plus localement à l'échelle d'une agglomération sur le retour de l'usage du vélo. Là, je vous ai mis différentes agglomérations françaises et les parts modales de l'usage du vélo. Donc les parts modales de l'usage du vélo, c'est le nombre de déplacements qui sont faits à vélo par rapport à l'ensemble des déplacements qui sont faits sur le territoire. Donc on voit, donc là globalement sur toutes les agglomérations, on voit bien, vous voyez sur les enquêtes qu'on a, les différentes vagues d'enquêtes, donc une chute de la pratique du vélo entre les premières enquêtes qui datent souvent des années 70-80 jusqu'aux dernières qui datent du début milieu 2000 quoi. Et on voit
qui a souvent par contre un léger redressement de la pratique de l'usage du vélo. Donc là vous avez même Reims en rose ici, donc on voit que la part en 87 a été de 1,2, elle passe à 1 en 96 et elle remonte légèrement à 1,1 en 2006. Donc 2006 c'est la dernière enquête, c'est pour ça que c'est des chiffres qui datent un peu, mais c'est des grosses enquêtes donc qu'on appelle des enquêtes ménage-déplacement, qui sont des grosses enquêtes qui nous permettent de recenser les déplacements de tous les habitants d'une agglomération. Donc c'est pour ça qu'on fait seulement des vagues une fois toutes les 10-15 ans. Donc c'est pour ça qu'on a des chiffres pas plus précis, mais en tout cas, on voit qu'on a un retour de l'usage sur quelques territoires. Et on voit notamment le cas de Strasbourg qui se distingue pas mal, mais avec une chute tout de même. On voit bien une chute au milieu des années 90, donc une chute tout de même de la pratique de l'usage du vélo. Après, le cas de Strasbourg, c'était que le maire de l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais détestait la voiture et ne conduisait pas du tout. Du coup, il n'a jamais été trop pro-voiture. Et ce qui fait que l'usage du vélo, c'est un peu mieux maintenu qu'ailleurs. Mais n'empêche, il y a quand même eu cette baisse. À une époque, voilà, on était dans la logique qu'on a évoquée tout à l'heure avec le développement de la voiture et de la motorisation, etc. Donc pour parler du cas de Paris, le cas parisien, donc là c'est à peu près les mêmes vagues d'enquête que tout à l'heure. Bon, après ça dépend des territoires, elles n'ont pas toujours été faites en même temps. Mais en tout cas pour le cas de l'Île-de-France, c'est 76, 83, 91, 2001, 2010. Et la dernière est en cours en 2020 et en train d'être faite. Donc je suis désolé, les chiffres ne sont pas très récents, mais on ne peut pas avoir mieux. Et on voit bien voilà, que dans Paris, donc Paris intramuros, on a une part de l'usage du vélo qui augmente de manière assez considérable. Et il faut se dire voilà, qu'en 76, on avait quasiment plus de cyclistes. On était à 0,3% de part modale, donc ça faisait très 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 peu de vélos. Et pour vous donner un petit exemple pour illustrer cette situation, moi dans mon travail de thèse, je fais des entretiens semi-directifs avec des usagers pour discuter avec eux de l'usage du vélo. Et une fois, j'ai discuté avec un homme qui était âgé de un peu plus de 70 ans et qui du coup avait été cycliste pendant toute sa vie à Paris et en Île-de-France. Et il me disait que dans les années 70-80, ça arrivait très souvent qu'il ait des réflexions d'automobilistes et d'usagers de la route de lui dire qu'il n'ait pas le droit d'être à vélo sur la voie. Il y avait même cette idée, il me disait, il y avait une sorte d'idée ou de on-dit qui disait que les cyclistes n'avaient même pas le droit d'être présents, quoi. Donc il faut se dire que c'était à une époque où il y avait vraiment vraiment très très peu de cyclistes et que être cycliste c'était vraiment très mal vu et vu comme la pratique des plus précaires, vraiment de ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Et il m'a raconté une autre anecdote aussi de gens qui ont absolument voulu qu'ils montent dans leur voiture. Ils ont dit non mais vous allez quand même pas rester en vélo maintenant. Montez avec nous en voiture, ou vous savez, il existe des voitures de bon marché, etc. Il m'a sorti des anecdotes comme ça. Donc voilà, pour se dire que c'est une époque où la pratique est extrêmement faible. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, là je vous ai mis que Paris, je vais vous montrer ensuite les différentes couronnes de l'agglomération, et on va voir que les dynamiques sur les différents territoires de l'agglomération ne sont pas exactement les mêmes. Donc ça, du coup, je vous ai rajouté en surimpression l'approche banlieue, donc qui s'appelle cœur d'agglomération, c'est le nom dans le découpage morphologique, mais en tout cas, c'est de l'approche banlieue parisienne. Et ben, on a une part qui était un peu plus élevée en 76, mais par contre, qui fait à peu près cette même courbe, mais avec un léger décalage et une reprise pareille en 2010. Et si on regarde le territoire encore plus éloigné, donc là, c'est vraiment le périurbain, limite entre la banlieue et vraiment les espaces ruraux, et ben, on a un peu la même logique, mais avec une part qui était beaucoup plus importante en 76. On avait presque 3% de part modale en 76. Donc 3% de part modale en 76, on voit, c'est ce qu'on a à Paris en 2010. Donc quand on parle de retour de l'usage du vélo à Paris en 2010, il faut se dire qu'on avait à peu près la même pratique du vélo que ce qu'on avait en grande périphérie parisienne en 76. Et donc si on prend encore plus loin, on avait encore une part qui est encore plus élevée. Et vous voyez qu'on a un inversement des courbes qui est presque symétrique, quoi. Alors qu'en 76, plus on habitait loin du centre de l'agglomération, plus on avait de chance du vélo et plus il y avait de cyclistes. Et ben aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, plus on habite dans le centre-ville et près du centre, plus on habite dans Paris intramuros, le cœur de l'agglomération, plus il y a de cyclistes et plus on a de chances de faire de cyclistes. Et du coup, on voit bien que sur ces 5 vagues d'enquête, et ben voilà, on a eu un croisement des courbes, mais avec à chaque fois, on voit un léger redressement de toutes les courbes sur la fin, même pour les territoires les plus lointains. Évidemment, si on fait la moyenne de l'agglomération, un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec toutes les agglomérations, on voyait que ça fait une forme de U qui uniformise un peu les différences des différents territoires de l'agglomération qui ont des dynamiques très très différentes.
Et en plus, pour l'agglomération en général, donc pour l'Île-de-France complète, on a la vague de 2020 qui est disponible. Je n'ai pas encore les chiffres, les chiffres, je ne peux pas encore les découper par territoire parce que l'enquête n'est pas suffisamment avancée. Mais on voit bien qu'on a cette augmentation de l'usage du vélo qui se poursuit. On voit même d'ailleurs que ça suit à peine la tendance qu'il y avait entre 2001 et 2010, que ça baisse un peu, mais en tout cas, on a toujours cette augmentation, sachant qu'en plus, les données qui ont été faites pour 2020, c'est les données avant les grèves, avant tout ce qui s'est passé récemment, avant le renouveau du Vélib. Donc forcément, les chiffres sont un peu plus bas, mais possible que sur la fin de l'enquête, les chiffres sont un peu plus gonflés, que ça gomme un peu ça. Et donc ça, c'est un schéma un peu modèle, et on se rend compte qu'en fait, donc sur ce modèle, donc ça c'est un modèle très général de l'évolution de l'usage du vélo. Donc on a au début du graphique sur la gauche, vous voyez un usage du vélo, une part modale qui est très importante, et de la voiture en bleu qui est beaucoup moins importante. Et on a un peu ce croisement des courbes qui s'est fait voilà, sur la période des 30 Glorieuses, un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec une part vélo en orange qui est très faible dans les années 90-2000, une part auto qui est très importante, et une inversion. Donc évidemment, ça c'est seulement un modèle, mais on se rend compte que, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mes courbes de Paris, proche banlieue, grande banlieue, rurale, etc. En fait, on se retrouve, on a à peu près la même chose qui se passe ici, avec forcément en foncé, du coup Paris qui augmente plutôt, ensuite en proche banlieue qui augmente par la suite, et ensuite les petits traitillés qui suit ensuite. Donc il y a vraiment cette logique de décalage de l'usage du vélo qui se fait en fonction de la distance avec le centre de l'agglomération et des territoires qui ont des dynamiques qui sont similaires, voilà, avec cette logique de décalage dans le temps, donc qui est à prendre en compte. Et évidemment qu'il y a plein d'événements qui ponctuent cette histoire de retour de vélo entre le centre et l'agglomération et au sein de la population. Notamment pour le cas parisien, par exemple, il y a l'apparition du Vélib qui a eu un impact, notamment en termes d'image, assez importante. Mais par exemple, là, si je vous montre l'évolution de l'usage du vélo, donc seulement dans Paris intramuros depuis 1997 jusqu'à 2017, on voit l'apparition du Vélib sur ce graphique. Je pense que vous arrivez, même si vous ne connaissez pas la date, assez facilement à distinguer. Donc le Vélib a apparu en 2007. Je pense que vous voyez assez facilement l'accident qu'il y a sur la courbe, mais on voit bien que, que cet accident, en fait, il est ponctuel. C'est justement un accident, et que la tendance générale qui s'était dessinée avant 2007, et après 2007, elle se poursuit globalement. En tout cas, on ne voit pas de gros impacts. Évidemment, il y a un impact ponctuel, et ensuite, par la suite, il y a eu des déplacements qui ont été faits en Vélib, des déplacements qui auraient pu se faire en vélo qui ont été absorbés par le Vélib. Donc évidemment que si après en 2007 on dit est-ce que le Vélib a eu un impact, si on regarde dans les gens dans la rue, évidemment qu'il y a des gens qui prennent le Vélib, mais en tout cas c'est plutôt de se dire que le Vélib a absorbé, ou comme n'importe quelle autre politique publique, a absorbé une dynamique en tout cas qui est déjà là et qui le précède, et plutôt qui l'accompagne, et après qui peut s'orienter vers ce type de service ou vers un autre, mais que c'est une dynamique qui est assez profonde. Et on voit aussi un autre accident qui est un peu plus difficile à distinguer, mais c'est en 2003. En 2003, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des grèves aussi assez importantes. Et là, pareil, on voit ici cet accident en 2003 qui a un impact qui booste momentanément, mais qui prolonge un peu une dynamique qui existait déjà avant. Et avant, évidemment, il y avait les grèves de 95 qui ne sont pas sur ce graphique, parce que c'est à la suite des grèves de 95 que Paris s'est dit mince, c'est peut-être intéressant de compter les cyclistes, et pour l'avenir, ça pourrait peut-être être important. Donc on n'a pas 95, mais en tout cas c'est ce qui permet d'avoir ces chiffres-là. Et évidemment, encore une fois, on aura 2019 dans la suite du graphique, et on peut se dire que 2019 va également avoir un impact momentané, que ça va sûrement booster un peu, mais évidemment que ça va un peu rebaisser par la suite, mais c'est pas important, puisque de toute manière on a cette dynamique générale qui est lancée et qui est beaucoup plus profonde, on l'a vu. Et aussi au niveau, donc il y a plein d'événements qui ponctuent ce retour de l'usage du vélo. Évidemment, il y a l'impact des associations. En Ile-de-France, en 1974, lors des manifestations militantes environnementales des années 70, il y a eu une association qui est apparue, qui a pendant longtemps été la seule. Donc c'est pour ça que j'ai fait débuter le graphique à 74. Donc c'est le nombre d'associations cyclistes en Ile-de-France. Donc en 74, on a une première association qui apparaît. Jusqu'aux années 80, c'est la seule. Il y en a quelques-unes qui apparaissent dans les années 80. Dans les années 90, notamment au moment de la grève, on voit bien qu'entre 94 et 98, vous voyez, ici, il y a un petit sursaut, parce que c'est juste après la grève que là, il commence à voir les cyclistes qui s'organisent, etc. Et là, on voit bien que sur le nombre de créations d'associations, on est totalement sur une explosion avec des chiffres. Aujourd'hui, on arrive à presque 150 associations en Ile-de-France.
Donc 150 associations, évidemment, il y a plein de territoires différents. Vous savez, il y a des strates administratives assez importantes, puis plein de petites communes. Donc chaque commune commence à se doter de son association cycliste qui devient un peu expert sur le territoire et sur les questions de mobilité à vélo sur sa zone. Et depuis peu, en Ile-de-France, on a depuis 2019, donc depuis l'année dernière, une organisation de ces associations qui se sont dit, mais plutôt que de chacun de prêcher à l'échelle de notre municipalité, si on ne se mettait pas ensemble pour avoir un impact au niveau départemental, au niveau régional. Parce que voilà, l'idée, c'est ensuite essayé d'avoir des réseaux structurants, d'avoir une politique publique qui est logique à l'échelle de l'agglomération. Et notamment, les associations, là, pour fin 2019-2020, ont décidé de se mettre ensemble pour proposer un RER vélo, donc un réseau express régional vélo, un peu à l'image du RER, donc transport en commun, mais à l'échelle de l'agglomération. Et donc, essayer de proposer voilà, des grands itinéraires, que ce soit radial, tangentiel, autour de l'agglomération francilienne, pour essayer de proposer voilà, un schéma à la région et aussi être une force de proposition à la région, parce que jusqu'à présent, les associations arrivaient seulement à discuter à l'échelle locale, donc forcément, ça restait limité. Donc là, on voit bien aussi qu'on a un changement d'échelle du processus et de dynamique du vélo qui dépasse la simple échelle municipale. Et là, la région a décidé, donc, en début février, de financer 50% de ce projet-là et de l'ensemble de ces aménagements-là. Donc ça devient vraiment très intéressant et très stimulant pour les associations qui voient qu'ils peuvent avoir un impact à l'échelle plus importante. Donc voilà, on a vraiment un changement d'échelle du processus de la dynamique de retour du vélo et qui se fait avec le nombre, évidemment. C'est le nombre d'associations, le nombre de cyclistes qui permet ça, parce que pendant longtemps, les associations et les cyclistes en Ile-de-France avaient l'impression de ne pas être entendus ou de devoir taper du poing sur la table, ce qui n'était pas forcément vu. Là, il y a un peu un pas des associations vers les collectivités, des collectivités vers les associations qui fait que le retour du vélo devient possible à une échelle supérieure. Donc j'ai essayé de finir là-dessus pour essayer de faire la transition un peu sur ce que mon camarade va dire sur les assos et le vélo à Reims. Mais donc voilà, j'ai essayé d'approcher le retour de l'usage du vélo d'une manière très très générale. Évidemment, je n'ai pas parlé de choses très précises, d'aménagement, de ce genre de choses, mais si vous avez des questions après sur des choses un peu plus précises, je pourrai y répondre avec enthousiasme. Merci à tous de m'avoir écouté, merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais continuer sur cette dynamique-là en vous parlant un petit peu de ce qui se passe à Reims. Donc je suis François Stolz et le président de Véloxygène depuis une quinzaine de jours, donc c'est très récent, mais ça n'a pas d'importance. Je fais du vélo depuis 65 ans, donc depuis l'âge de 5 ans, donc c'est quand même une vieille histoire entre nous. Et c'est vraiment une histoire j'allais dire d'amitié, parce que je trouve que le vélo, c'est quelque chose de très important en matière de mode de déplacement, mais en même temps, ça donne une convivialité avec les autres qui est quand même assez rare. C'est-à-dire quand on arrive dans un sas vélo, par exemple, on peut être à deux maintenant dans un sas vélo devant un feu tricolore à Reims, ben on se parle. On se dit bonjour, on se dit un truc, on se dit un machin. Bon, en voiture, j'ai jamais vu des gens descendre leur vitre et puis commencer à parler. Ils sont toujours dans leur monde. Mais c'est pas grave. Alors Véloxygène, c'est une association qui a 22 ans, donc depuis 1998, qui a démarré avec pas tellement non plus d'adhérents au départ, qui a pas mal végété. Je posais la question il n'y a pas très longtemps pour avoir un peu des éléments sur le début de l'histoire, et puis qui s'est développé de manière assez considérable ces dernières années, puisqu'on a plus de 500 adhérents maintenant, pas loin de 600. Et c'est des adhérents famille, c'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un adhère, c'est la famille entière qui est effectivement adhérente de l'association, ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a vraiment là un pool de gens qui n'arrêtent pas de se développer et qui sont des vrais usagers de la bicyclette. Ce n'est pas des gens qui effectivement s'inscrivent pour nous faire plaisir, ce sont des gens qui pratiquent le vélo tous les jours. Donc c'est important, ces familles-là. Et moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait avec eux, de ce qu'on fait ensemble. C'est une association qui est très dynamique et qui a des gens de valeur dans l'association, qui se complètent beaucoup. Moi, je découvre. Il n'y a pas très longtemps que je suis à Reims. Bien que je sois né ici, j'ai habité 45 ans ailleurs. Donc je faisais énormément de vélo. Je fais entre 5 et 7 000 km de vélo par an. Mais plutôt en campagne, plutôt dans la nature, etc. Donc, revenant à Reims l'année dernière,
j'ai retrouvé cette association et j'ai eu besoin d'apprendre le vélo en ville. Ça paraît idiot, mais je veux dire, quand on connaît bien le vélo à la campagne, en randonnée, etc., on ne sait pas rouler en ville. Donc j'ai posé des questions bêtes, du genre, est-ce que je peux passer rue de Vesle en vélo? Parce que je n'en sais rien. En fait, il y a un panneau d'interdiction générale, mais en fait, il n'y a pas de communication autour de ça, puis il n'y a pas de code de la route, en tout cas récent pour moi. Donc j'ai demandé à l'association d'adhérer, et puis on m'a donné un code de la rue, ce qui est quand même loin d'être bête, parce que ça veut dire qu'effectivement, on apprend un certain nombre de règles qu'on n'a pas apprises avant. Donc l'association, elle essaie de faire tout ça, c'est-à-dire globalement, à la fois de s'occuper, on verra après, de matériel, de réparer du matériel, parce que des marchands de vélos dans les années 30, 40, il y en avait 50 beaucoup, partout, tous les coins de rue, et puis aujourd'hui, il doit y en avoir 2 ou 3 à Reims à tout casser. Et puis qui vend des vélos? Les supermarchés, souvent des vélos pas terribles d'ailleurs, et puis personne ne les répare. Vous pouvez toujours aller dans un supermarché pour faire réparer un vélo, on va rigoler. Donc on les jette, déchetterie, machin, etc. Donc cette association, elle travaille sur un certain nombre de domaines, on va voir lesquels, et là, elle a proposé un plan vélo, pour Reims et le Grand Reims, qui est une communauté urbaine de 143 communes, si mes souvenirs sont bons, donc le nord de la Marne, on va dire, et de manière, ce plan, à essayer de comprendre pourquoi ça se passait comme ça, et qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse, et quels étaient les freins. Donc c'est très important, effectivement, qu'on regarde un peu où sont les freins. Ce document, on l'a terminé tout début 2020, donc c'est une petite équipe au niveau du conseil d'administration qui a travaillé dessus, en liaison avec les adhérents. On l'a proposé à l'Assemblée générale le 18 janvier, donc c'est très récent, et ça a été accepté par l'Assemblée générale. Et puis on l'a proposé aussi aux candidats aux élections municipales qui se déroulent le mois prochain, de manière à essayer de comprendre dans quel monde on est par rapport à ça, dans cette mobilité nouvelle, qui effectivement, comme l'a dit Clément, repart en ce moment d'une manière considérable pour des tas de raisons, et de bonnes raisons. Donc les éléments de contexte par rapport à ce plan, c'est qu'effectivement, la mobilité à Reims comme ailleurs, c'est un enjeu fondamental pour la santé, l'environnement et le bien-être, parce que la santé, effectivement, c'est quand même l'air qu'on respire. Tout le monde sait que dans les appartements, les maisons, etc., l'air est tout à fait vicié par tout un tas de choses, mais dehors, c'est pas forcément beaucoup mieux. Donc il y a un vrai problème environnemental lié effectivement aux effets de santé. Et puis il y a un problème de bien-être. J'expliquais à Clément tout à l'heure que le bien-être, c'est effectivement, ça passe aussi par des activités extérieures, mais dans un monde qui permet de le faire. Et moi, quand j'étais petit, je lisais des bouquins de gens qui faisaient des voyages en vélo, et c'était extraordinaire. Ils expliquaient cette communion effectivement qu'il peut y avoir avec la nature. On est dans un autre monde, et on a du mal à expliquer, quand on ne fait pas de vélo, à un autre qui conduit une voiture, tout le plaisir qu'on peut avoir à faire du vélo. Bon. Et par n'importe quel temps, parce qu'effectivement, le temps, il pleut pas, c'est pas grave, on arrive à se protéger. Enfin bon, il y a tout ça, mais il y a un vrai plaisir qui peut être lié aussi d'ailleurs au travail. J'ai parlé la semaine dernière avec quelqu'un qui fait, pour ceux qui connaissent, Tinqueux-Saint-Léonard, tous les jours en vélo pour son boulot. Bon, il passe par la coulée verte. À Reims, on a une coulée verte le long du canal qui lui permet d'aller bosser. C'est le plus heureux des hommes, parce qu'effectivement, il ne prend pas sa voiture, ça lui coûte beaucoup moins cher, et il a une heure, 3/4 d'heure de respiration, effectivement, dans sa journée de travail, et c'est très important. Par contre, il y a des freins. Les freins au développement du vélo chez nous, c'est les 3 choses qui sont là. C'est un vrai sentiment d'insécurité. Beaucoup de gens ne se lancent pas en vélo parce qu'ils ont peur. Alors, des fois, ils ont peur pour rien, mais en même temps, des fois, ils ont quand même raison d'avoir peur. Bon. Donc, il y a un vrai sentiment, c'est dans toutes les enquêtes qu'on fait, et les échanges qu'on a, c'est ça. On ne se sent pas en sécurité en vélo. C'est vrai, on n'a pas de carrosserie pour nous protéger, on est à la merci de tout un tas de choses. Avec les autos, c'est déjà pas terrible, mais avec les bus et les camions, c'est évidemment bien pire. Et bon, il y a un vrai problème de cohabitation, de toute façon, de ces mobilités douces avec le restant de la circulation, c'est normal. Et c'est ce qu'on sent en permanence, et c'est le frein principal. Et le deuxième, c'est le manque d'infrastructures, mais ça va avec. C'est-à-dire que, évidemment,
que l'augmentation de la circulation, qu'elle soit voiture, vélo, etc., montre qu'il y a des infrastructures aujourd'hui très voitures, camions, etc., ce qui est normal, ça correspond au développement depuis les années 70 de ça, mais qu'il n'y a pas de voirie vélo. Il n'y a pas de voirie vélo, bien qu'il y ait eu des efforts très conséquents à fait dans les villes, notamment ici à Reims, dans le centre-ville, où on a énormément de zones 30 pour les voitures. Les vélos 30, on est déjà content de rouler à 30. Mais bon. Et on a par exemple beaucoup de sens interdits qui nous sont accessibles à contresens pour les vélos. Donc ça, c'est très très bien. Ça permet effectivement d'apaiser la circulation, mais ça demande du temps. Du temps parce que un vélo qui prend un sens interdit en contresens, une voiture arrive en face, si jamais le vélo est un peu vindicatif, je prends exprès dans ce sens-là, il veut passer, et puis la voiture freine, et dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc je veux dire, il y a un vrai problème d'infrastructure qui commence à se résoudre par effectivement ce genre de choses. Alors c'est vrai dans le centre-ville, on a beaucoup de zones 30. Nous avons obtenu une mise à jour pour vous, on est très contents. Et donc, pour le centre-ville, il y a quelque chose qui s'est développé depuis ces dernières années et qui, effectivement, donne un petit peu le sentiment que les choses s'améliorent par rapport à ça. Alors, c'est moins vrai par rapport au restant de la ville sur un certain nombre de parcours, etc. Et on va voir ce qu'on propose. Et troisièmement, le manque de communication, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous prenez une rue qui passe brutalement en contresens un jour. Bon. Effectivement, et c'est normal, je veux dire, par rapport à ça, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas prévenus, par exemple les habitants de la rue, ils découvrent un matin qu'on a fait une voie à contresens dans leur rue. Ou bien qu'il y a des pistes, des bandes cyclables qui ont été dessinées sur la route, mais il y a un apprentissage à faire de ça. Parce que vous prenez un exemple simple, par exemple la rue du Barbâtre ou la rue Gambetta, ou un certain nombre de rues qui ont maintenant des bandes cyclables sur le côté. Il y a des gens qui ont l'habitude, si la rue est en sens unique, de démarrer de chez eux et de regarder que d'un côté, parce qu'ils sont en voiture, ils sortent de leur garage et ils passent. Et du coup, du jour au lendemain, il y a une voie dans l'autre sens avec des cyclistes. Donc ça nécessite des périodes d'adaptation complètement évidentes. Et c'est cette communication qu'il faut absolument développer quand on fait des aménagements spécifiques. Alors on a réfléchi donc à un groupe d'administrateurs de l'association pour se dire... Comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose au regard de ce qui se fait bien sûr par ailleurs et surtout au regard de ce qui se passe à Reims. Donc on a proposé, alors de mémoire, il y a environ 160-170 km de voirie vélo à Reims et dans le Grand Reims, de choses, soit ce qu'on appelle des bandes cyclables, des pistes cyclables, enfin tout un tas d'aménagements, contresens dans les rues, etc. Et nous, on proposait... à la fois vous voyez ces radiales là que vous avez de plusieurs couleurs, qui ne sont pas là par hasard et qui, complètement par hasard, dessinent vélo, vu du ciel. Vous voyez, il y a un V, ici il y a un E, il y a un L qui est un peu mal foutu. Et bon, on ne l'a vraiment pas fait exprès, je vous jure que c'est vrai, mais on s'est aperçu de ça après. L'idée c'est quoi ? C'est que les cyclistes voulant aller d'un côté et de l'autre de Reims, notamment pour relier les grandes zones d'activité industriels qu'il y a à Reims, les étudiants, etc., qu'on puisse aller d'un point à un autre en étant prioritaire. L'idée de base, c'est ça. C'est-à-dire qu'une voirie spécifique vélo doit être prioritaire pour qu'elle puisse intéresser un certain nombre de gens et que ça devienne le quotidien d'un certain nombre de gens. Donc là, on a dessiné, pour ceux qui connaissent Reims, ces radiales-là, et qui existent déjà pour partie d'ailleurs. Il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément reliées entre elles, et qui permettent d'aller à peu près partout dans les zones importantes autour de Reims. Alors je prends juste un exemple, si vous voulez. Ici, vous avez par exemple l'avenue de Laon, où passe le tramway, qui a été fait il y a quand même déjà pas mal d'années, et qui, quelque part, nous semble impossible à aménager maintenant autrement, avec une voie vélo sur l'avenue de Laon, parce que déjà, il y a le tramway qui occupe une grande partie de l'avenue, les voitures sont déjà un peu réduites à la portion congrue. Quand on passe en vélo là, c'est quand même très difficile de passer dans cet environnement-là. Donc, on prend plutôt une rue effectivement parallèle qui va permettre de desservir des quartiers. L'idée étant qu'effectivement, ces caractéristiques de ces rues soient spécifiques, caractéristiques techniques spécifiques, et qui permettent d'être prioritaires
sur les voitures à ces endroits-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'arrête pas au feu, ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas des priorités. Le piéton sera toujours prioritaire, bien entendu, sur ces affaires-là, mais il faut des voies dédiées aux cyclistes pour que ce sentiment d'insécurité disparaisse et qu'on puisse aller d'un endroit à l'autre beaucoup plus tranquillement. Et puis, il y a quand même un phénomène que vous avez tous observé, c'est le développement évident des vélos à assistance électrique. Alors, certains sont pour, d'autres contre, mais je veux dire, ça donne à des populations qui aujourd'hui ne font pas de vélo des possibilités de se déplacer avec des mobilités douces et qui ne le feraient pas, évidemment. Des gens qui ont des problèmes de santé, des gens un peu âgés, un certain nombre de gens qui n'ont jamais fait de vélo ou qui n'ont jamais appris à faire de vélo, et les trottinettes électriques, qui là, par contre, c'est une fraction de la population très jeune, mais c'est un vrai phénomène de société, on n'y échappe pas. Alors maintenant, la réglementation fait que de toute façon, les trottinettes peuvent se retrouver sur les voies réservées aux vélos, et c'est très bien, mais du coup, on va augmenter un flux existant là, et quelque part pouvoir le contenir, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même du grand n'importe quoi, effectivement, au niveau de ces trottinettes. Alors, là, je vous parle de ce réseau express qui est nouveau, quelque part, qui existe déjà partiellement, très clairement, il y a un certain nombre de choses à relier, et il y a aujourd'hui un réseau existant très important à Reims, les fameux 160 km dont je vous parlais tout à l'heure. Le problème de l'existant, c'est qu'il n'est pas maillé. C'est-à-dire qu'on arrive au bout d'une rue, il y a une bande cyclable, et tout d'un coup, il n'y en a plus. Bon, alors on fait quoi? On se retrouve dans le flot de voitures, et ça crée ce sentiment d'insécurité, ça crée cette difficulté. Des fois même, on sort d'une rue comme la rue de Venise. Quand on remonte la rue de Venise, on a des bandes cyclables qui sont vraiment très très bien aujourd'hui. On arrive au sas vélo, et puis la rue d'en face, la rue du lieutenant Herdouin, il n'y a rien. Et il y a même 2 voies de voitures qui y passent, et donc les gens réaccélèrent pour pouvoir se dépasser. Parce que c'est vrai que quand on arrive le premier au feu, c'est quand même mieux. Et puis on fait 100 mètres, et tout d'un coup, paf, il y a à nouveau une bande cyclable. Donc ce maillage-là, il est très important de le terminer, très clairement. Il y a un vrai souci autour de ça. Il y a effectivement ces fameux sas vélos qui existent depuis quelques années, pour lesquels d'ailleurs la municipalité vient, il n'y a pas quelques jours, d'afficher des petites affichettes au niveau des feux. Parce que là encore, il y a un certain nombre de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que, mais on a tous plein d'exemples comme ça. Ce matin, en me rendant à une réunion, j'étais à côté d'un bus qui était sur le sas vélo. Ça ne le dérange pas, je veux dire, alors qu'il y avait l'affichette qui expliquait qu'on n'avait pas à stationner sur le sas vélo. Donc il y a une vraie information à faire auprès de tout un tas de gens, y compris les chauffeurs de bus, pour qu'effectivement ça s'améliore. Le cas spécifique des ponts, alors à Reims, on a une ancienne autoroute qui traverse la ville et puis le canal. Il y a un vrai souci effectivement avec les ponts, mais qui est normal. Dans toutes les villes où il y a des ponts, il y a des difficultés, parce qu'effectivement, les ponts, ils ont leur dimension actuelle. Il y en a un qui est là et qu'on voit pour ceux qui peuvent se tourner vers le pont de Vesle. C'est très compliqué à passer en vélo. Il y a le tramway, il y a les voitures. Enfin, c'est déjà compliqué entre le tramway et les voitures. Pour le vélo, c'est pire. Alors, il y a des choses qui se font naturellement. On emprunte les trottoirs, etc. On s'en sort. Mais je veux dire, à partir du moment où on aménage quelque chose spécifique vélo, trottinette, on arrive à régler quand même un certain nombre de problèmes. Et donc les quartiers en zone 30 à très faible trafic motorisé, pour nous, on voit très bien des avancées qui se font de ce côté-là. La circulation est quand même apaisée quand vous limitez la vitesse des voitures à 30 à l'heure. Le différentiel entre les vélos et les voitures diminue, donc il n'y a pas de problème. Et puis, on a aussi un vrai besoin de liaison sécurisée vers les zones de loisirs détente. Bon, on a en tête, par exemple, la montagne de Reims, tout ce qui va concerner le Champagne, etc. Où là, il y a d'ailleurs encore eu un accident il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et c'est toujours violent avec les cyclistes, en allant au Vergueux, là, parce que c'est pas sécurisé, parce que les gens sortent de la ville et puis ils réaccélèrent en voiture, comme s'ils étaient tout seuls dans la vie. Mais c'est comme ça. Alors, le troisième sujet, là aussi, qui freine, qui est un des freins au niveau du vélo, c'est les problèmes de parking. Beaucoup de gens ne peuvent pas rentrer leur vélo chez eux et donc ont des problèmes de stationnement. On a là une photo en haut de la rue des Bergiers. Ça, c'est un premier essai qui est fait effectivement par la ville et qui est géré par la mairie de quartier.
qui permet de stocker là des vélos, je crois qu'il y a 25 places de mémoire ou 26, et qui permettent pour les gens du quartier, donc il n'y a que ceux du quartier qui ont accès et ils en font la demande, et ils ont une clé pour rentrer et ils mettent leur vélo là d'une manière très sécurisée, on ne peut pas effectivement leur vandaliser. Et il y a aussi sur le côté là une série d'outils qui permettent de réparer un peu basiquement son vélo. Et ça, c'est effectivement le prototype de ce qu'il faut faire et multiplier relativement partout. Alors, multiplier les installations dans les immeubles, normalement, il y a des textes de loi qui existent, mais ce n'est pas toujours respecté. Il faudrait pouvoir stocker facilement dans des immeubles collectifs les vélos, de manière à ne pas se les faire effectivement vandaliser, d'une manière quand même. Donc, il y a un boulot à faire avec les bailleurs sociaux, notamment, de tous ces immeubles-là. Et puis, il y a quelque chose qui nous paraît évident, c'est de créer une maison du vélo quelque part dans le centre de Reims pour y avoir tout un tas d'activités. Parce que, c'est ce que je vous disais en préambule, le vélo, évidemment, est complètement, au niveau de sa diffusion des ventes aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. C'est les supermarchés qui vendent ça. Et on retrouve ça dans les déchetteries très, très rapidement parce que c'est quand même pas de la haute qualité. Et beaucoup de gens sont très désappointés dès qu'ils ont un pneu dégonflé. On ne leur a pas appris, personne n'apprend à gonfler un pneu, personne n'apprend à réparer un pneu, personne n'apprend à régler un dérailleur, enfin des choses relativement simples. Et ça, on le fait effectivement, nous, dans l'association, au travers d'un atelier dont vous avez une photo ici, pour effectivement tout un tas de gens qui adhèrent à nos activités. Alors, le quatrième point de ce plan, c'est de communiquer et d'essayer de fabriquer, entre guillemets, une génération vélo dont vous êtes, parce que vous êtes jeune et c'est vous qui allez faire du vélo plus tard. Donc cette communication efficace aux usagers de la rue, ça veut dire que systématiquement, quand un nouvel aménagement se fait dans une rue, il y a une information à faire au niveau des habitants. Très clairement, parce que c'est quand même très important. Alors on a des moyens aujourd'hui, et puis la ville a aussi des moyens de communication. Il faut qu'on soit vraiment très très performant là-dessus, c'est très important. Et puis faire émerger une nouvelle génération vélo, c'est... Pourquoi on n'apprend pas le vélo à l'école, hein ? Dans le temps, quand j'étais jeune, c'était les CRS qui nous apprenaient à faire du vélo avec dans la cour, avec des bornes, etc. Bon, le CRS, c'est peut-être pas forcément le meilleur interlocuteur pour aller dans les écoles aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Mais ça veut dire que nous, on a un certain nombre de gens qui font du vélo-école, de la vélo-école pour nous, dans l'association, et qu'on est capable, effectivement, aussi d'aller dans les écoles et les collèges pour apprendre ce que c'est. Donc, voilà ce que fait l'association. Hein, je vous ai remis ça sur ce tableau-là. Tout ça, c'est ce qu'on a présenté à l'Assemblée générale. Donc, on a des activités de vélo-école, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, hein, très clairement. Donc, il y a effectivement des adultes qui souhaitent. Donc, par groupe de 2, 3 ou 4, on est capable de leur réapprendre ce que c'est que le vélo. Et puis, d'apprendre aussi à réparer soi-même son vélo pour des petites choses, très clairement. L'atelier d'aide à la réparation, c'est un atelier partagé, c'est-à-dire quelqu'un vient, on a quelques experts effectivement qui travaillent et un salarié, voire deux, qui nous aident autour de ça, et on répare les vélos avec les personnes qui viennent. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien de leur apprendre à faire les gestes simples tout seuls. Il y a des outils, s'ils veulent se faire aider, on les aide. S'ils savent faire tout seuls, ce qui est le cas aujourd'hui de plein de gens, ils font tout seuls et ça se passe très bien. Donc on est accueillis pour le moment au foyer Pain d'Avoine dans les sous-sols avec environ 200 mètres carrés d'ateliers. Voilà grosso modo. Se passe à Reims quelque chose d'intéressant là, début mai, ce sont les rencontres nationales Parlons Vélo de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui rassemble plus de 180 associations en France et qui est très moteur sur un certain nombre d'éléments, notamment législatifs, pour qu'effectivement, politiquement, on avance sur ces choses-là. Et voilà comment ça se passe. On a aussi des Vélorussions, qui est un anagramme évidemment de révolution et qui nous intéresse au niveau du vélo. En général, on en fait 2 par an, pour à la fois montrer effectivement qu'on existe d'une part et demander un certain nombre de choses, et puis partager. La prochaine aura lieu de mémoire le 14 mars, samedi 14 mars l'après-midi à Reims. Donc là, ce sera plutôt essayer de présenter notre plan vélo aux habitants de Reims. Donc on sera, j'espère, place d'Erlon, pouvoir échanger au maximum avec les habitants et leur proposer à la fois nos services, mais aussi ce qu'on est en train de faire et de discuter avec la municipalité.
On fait un certain nombre de balades, on a un administrateur qui est chargé de ça. Surtout, il faut imaginer que c'est quand même très important dans une ville d'avoir un groupe de gens qui sont des experts d'usagers, c'est-à-dire que ce sont vraiment des gens qui font du vélo. On n'a pas de gens qui viennent pour nous faire plaisir. Ce sont des utilisateurs du vélo. Et donc, ils ont une expertise sur le terrain qui est très importante pour les élus, parce que de toute façon, c'est un vrai retour d'information qui peut se passer à ce niveau-là. On organise en général 2 bourses au vélo par an, au printemps et à l'automne. Et on est aussi, donc là, on nous donne un certain nombre de vélos, hein, et on en retape à peu près une centaine par an qui sont vendus dans ces bourses-là, à des tout petits prix puisqu'on nous les donne, mais qu'on a quand même quelques frais pour les réparer nous-mêmes, et qu'il faut effectivement présenter des vélos qui soient complètement réparés. On a aussi adhéré depuis longtemps au système qui s'appelle Bicicode, qui est un gravage des vélos au niveau national et qui permet, en ayant gravé son vélo, de pouvoir, si on se le fait voler, l'indiquer sur le site Bicicode, et de manière à ce que les gens ne se fassent pas revendre des vélos qui sont effectivement volés quelque part. On s'occupe aussi de tout ce qui est comptage de vélos en permanence dans Reims, de manière à voir quelles sont les tendances. Et les tendances, en ce moment, sont effectivement à une évolution extrêmement positive. De son côté, la mairie fait des comptages aussi. On est complètement sur les mêmes trends d'évolution. Il y a un vrai besoin et une vraie nécessité de ça, parce que beaucoup de gens ont envie non seulement de faire du vélo, mais de le partager avec leurs enfants. On a quelques vélos cargo à Reims qu'on voit apparaître maintenant, avec des familles entières qui se déplacent en vélo cargo, ce qui était le cas, figure, en Hollande ou en Allemagne il y a quelques temps. Ça commence à venir tout doucement. On a une opération qui s'appelle Cyclistes brillés avec la prévention routière, qui consiste au mois de novembre à arrêter. Alors, on n'arrive pas forcément à les arrêter, parce que tous les cyclistes qui roulent sans lumière, il y en a plein. Enfin, il y en avait plein. Il y en a de moins en moins. On observe une évolution favorable de ce côté-là. Mais on essaie de les arrêter et de leur dire que c'est dangereux de se balader habillé tout en noir sur des vélos noirs quand il fait noir, parce qu'il y en a quand même énormément qui sont comme ça, et pas que des livreurs de chez Uber et autres marchands de pizza. Mais il y a ce mouvement-là qui consiste à les arrêter, à essayer de leur prévenir que c'est quand même très dangereux pour eux, et on leur donne une lumière avant, une lumière arrière, de manière à ce qu'ils repartent éclairés. Donc c'est des actions qu'on a avec la prévention routière. Ça marche aussi très bien, et on constate aussi une évolution favorable, justement, du nombre de gens qui roulent maintenant éclairés. En plus, on a techniquement des évolutions d'éclairage qui permettent aujourd'hui d'être vraiment mieux vus en vélo qu'on ne l'était avant, avec nos vieilles dynamos et des lumières qui marchaient quand même de manière pas extraordinaire. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, on peut échanger bien sûr autour de ça. Il y a une loi nouvelle qui s'appelle la loi LOM qui a été votée, enfin les décrets d'application sont sortis tout à la fin 2019, et qui donne un cadre vraiment qui nous convient très bien sur ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Et moi je crois vraiment qu'on est dans une ère qui est vraiment nouvelle par rapport à ça. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps avec la mairie. Il faut qu'on travaille en plus techniquement ensemble, c'est-à-dire qu'on aille sur le terrain regarder un certain nombre de choses, parce que c'est très compliqué de ne regarder ça qu'en bureau d'études ou sur des plans, et il faut, avec l'expertise d'usager qu'on a, montrer effectivement ce qui va pas, comment on peut faire, parce qu'on n'est pas non plus tout seul à rouler en ville, et l'idée n'est pas de transformer tous les Rémois ou les banlieusards de Reims en vélo, c'est pas le sujet, mais il faut vraiment faire une place qui soit identifié par rapport au vélo, aux trottinettes et compagnie, autrement on ne s'en sortira pas. Il y aura toujours des problèmes d'insécurité, toujours des problèmes d'accident, et il faut vraiment effectivement que ça s'améliore de ce côté-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis juste un petit message au niveau de l'IATEUR. On est complètement preneur de travail avec les étudiants, parce que d'abord c'est vous, la nouvelle génération. Il y a tout un tas d'études à faire autour de ça, et on est absolument preneur de travaux avec vous, comme on peut l'être avec les étudiants de Sciences Po et compagnie, parce que c'est en travaillant ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose. Moi, je le vois dans cette belle association que j'ai le plaisir de présider maintenant. Il y a des compétences partout, il y a des bénévoles effectivement partout, et rassembler toutes ces compétences-là, y compris avec vous, c'est quand même très important pour que les choses arrivent à bouger facilement. Voilà. Je ne voulais pas vous en dire plus, on peut rentrer dans le détail si vous le souhaitez, et on peut peut-être échanger maintenant, si vous le voulez. Il y a un micro baladeur, je crois, que je peux vous donner.
Qui balade des gentils organisateurs? Oui, il est allumé. Il est allumé, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qui a été échangé? J'imagine qu'il doit y en avoir quelques-unes. C'est une première pour lancer. Oui. Bonjour, je suis étudiante à l'IATER et je prépare un mémoire sur, on va dire, le partage de la voirie qui comprend aussi l'idée de la zone de rencontre. Et donc la place du vélo m'intéresse beaucoup et je me posais une question. Vous avez évoqué le pont de Vesle ou l'avenue de Laon, la place du vélo sur ces espaces et je me demande, est-ce que si la législation le permettait, ce serait envisageable ou ça pourrait être plus sécuritaire pour un vélo d'être sur les trottoirs qui sont très très larges? Et si aussi, en tout cas, les piétons prenaient cette habitude d'avoir des vélos à côté d'eux et de faire attention. Oui, mais c'est faisable, effectivement. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on regarde ensemble entre usagers et la municipalité et les services techniques, bien sûr, parce qu'il y a des contraintes techniques que nous, en vélo, on ne connaît pas forcément, mais c'est tout à fait faisable. Le pont de Vesle, bon, il y a un certain nombre de pots de fleurs là, sur le pont de Vesle qui sont somme toute sympathiques, mais pas totalement, à mon avis, utiles, ils sont peut-être trop grands. Enfin, je veux dire, c'est vrai que sur certains trottoirs du pont de Vesle, et le pont de Vesle ne va pas être refait à notre demande, on peut très bien avoir des espaces qu'on appelle partagés. Donc en Allemagne, en Hollande, etc., les voiries sont peintes de couleurs différentes pour les cyclistes, pour les piétons, et ils respectent bien ça. Souvent, nous, quand on a des choses comme ça partagées, piétons, cyclistes, souvent les piétons sont sur la bande cyclable et les cyclistes sur la bande piéton. Mais enfin, ça, c'est pas très grave. Ça s'apprend. Mais oui, on peut faire des zones partagées. On est obligé de le faire. Si vous prenez le pont de Vesle là, on ne peut pas faire autrement. Mais le trottoir est suffisamment large au départ. Alors après, ça se complique un peu, mais il y a toujours des solutions techniques à trouver autour de ça, bien sûr. Il y a aussi il y a un centre technique en France qui s'appelle le CEREMA, qui est un outil technique qui peut aussi travailler et qui travaille sur ces aspects-là. On a de la science, je veux dire, derrière et des possibilités techniques qui existent sur lesquelles on peut travailler, bien entendu. Mais tout le temps, il faut que ce soit en concertation avec les services de la ville, de manière à ce qu'on ne rêve pas ou qu'on ne fasse pas des choses qui soient impossibles à faire techniquement. Merci. Quelqu'un d'autre pour une question? Donc, on a parlé donc des pistes cyclables, autorisées donc aux trottinettes et tout ça. Et il y a aussi donc des personnes qui sont handicapées, qui roulent avec donc des fauteuils roulants électriques. Est-ce qu'ils sont acceptés sur les pistes cyclables aujourd'hui? Et parce que souvent sur les routes c'est très dangereux. Et est-ce que vous envisagez justement qu'ils puissent le faire? Je ne connais pas à fond la législation, n'étant président que depuis 15 jours, mais je pense qu'effectivement, les engins motorisés pour les handicapés, ils sont sur les trottoirs. Alors certains sont acceptés sur la voirie, mais on va demander à Clément. En fait, la législation est faite de manière un peu bizarre. C'est ceux qui ont autorisation à rouler dans les pistes cyclables, c'est les véhicules à maximum 3 roues. Et en fait, du fait d'être en fauteuil roulant et d'avoir 4 roues, c'est plus possible. Mais ça marche aussi pour les vélos à 4 roues. Les vélos à 4 roues n'ont pas le droit d'être sur la piste cyclable. Alors la législation, pourquoi elle a été faite comme ça, je ne saurais pas répondre, mais en tout cas, c'est 3 roues maximum. Et après, je pense que ça, c'est un combat plutôt des associations d'handicapés, enfin de défense des personnes handicapées, mais ils ont le droit d'aller sur les trottoirs. Pourquoi après, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est interdit sur les pistes cyclables, ça c'est sûr. Moi, j'ai une petite question au niveau de la recherche, du coup. Qu'est-ce qui explique les variations au niveau des usages des vélos au fil des années? Oula, vaste question. Non, c'est très très compliqué. Je pense qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Je pense que c'est une question qui est évidemment compliquée. Je réfléchis en même temps. Je pense que le désir de motorisation et de progrès technique sur l'après-guerre, évidemment qu'il a joué un impact évident. Et c'était la question de l'image aussi du vélo et de la motorisation et de la voiture. Aujourd'hui, on sait que l'image de la voiture, il tend un peu à basculer et à évoluer. Comme j'ai dit tout à l'heure, le système de mobilité, c'est un système. Et forcément que s'il y a un mode
qui se développe, il y a un autre qui pâlit, etc. Et que tous les modes évoluent les uns avec les autres. Et aujourd'hui, on sait que la voiture comme symbole de réussite sociale, c'est, on ne peut pas dire plus le cas, mais en tout cas, ça l'est moins qu'à une époque, et ça l'est plus pour tout le monde en tout cas. Évidemment, il y a des classes sociales qui viennent juste d'avoir accès à l'automobile, ou même des personnes qui ne l'ont pas encore, et pour qui ça peut être encore un désir et un synonyme de progrès et de réussite économique, sociale et symbolique. Mais aujourd'hui, voilà, il y a quand même l'image de la voiture qui vacille, et aussi d'autres valeurs qui sont mises en avant, les questions de la valeur protection de l'environnement, de la santé, etc. Il faut savoir que dans les années 70, au début du retour du vélo, cette dimension santé, elle n'était pas forcément très présente parce que ce n'était pas un besoin et un problème. Aujourd'hui, on sait que les Occidentaux, ils sont de moins en moins actifs, ils font moins d'efforts physiques, etc. Et d'ailleurs, on parlait au début des années 90-2000 beaucoup de mobilité douce, parce qu'on voyait la marche et le vélo comme des véhicules qui faisaient moins d'impact sur l'environnement que la voiture ou que d'autres modes motorisés. Mais on parle de plus en plus de mobilité active, parce que ce qu'on se rend compte, ce qui est important ici dans le vélo et dans la marche, c'est le fait d'être actif et le fait de faire de l'activité physique. Et comme notre mode de vie est de plus en plus sédentaire, qu'on passe de plus en plus nos journées derrière un bureau, et il y a l'intérêt de faire de l'activité physique. Donc je pense que c'est une réorganisation totale des valeurs, des objectifs et des contraintes et des problématiques de notre époque. Aujourd'hui, on sait très bien les enjeux actuels, c'est l'environnement, c'est la santé des individus, c'est ce genre de choses. C'est aussi le côté économique. Les 30 Glorieuses, on n'avait pas de problème pour trouver des sous pour faire des autoroutes qui passent en centre de Reims. Aujourd'hui, on sait que faire une autoroute, ça coûte cher, faire des tramways, ça coûte cher, faire des transports en commun en site propre, ça coûte cher, et faire des pistes cyclables, c'est quand même beaucoup plus économique, quoi. Donc je pense que c'est une réorganisation complète des enjeux de la société qui fait que le vélo émerge, et ce qui fait que le vélo, au final, c'est juste un repère et un peu une sorte de marqueur de ces tendances qui sont beaucoup plus globales, et qu'évidemment, que des politiques publiques, il faut qu'elles se saisissent, et c'est de cette dynamique-là qui, de toute manière, émerge. Et que même si une municipalité voudra faire peu de choses, il y a peu de chances qu'elle puisse avoir un impact, parce qu'au final, il va se passer quelque chose. Donc autant qu'elle prenne le sujet en main, parce que de toute manière, il se passera quelque chose. Et si elle le prend pas en main, il peut y avoir des choses mal faites, ou des usagers peu contents, ou des accidents. Ça arrive aussi, ce genre de choses. Il y a une pratique qui émerge, et voilà, il faut arriver à s'en saisir. Et donc je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est quelque chose de très global, et qu'on peut pas. Et le vélo est vraiment un marqueur, un symbole de cette évolution qui est sociétale et qui est complète, quoi. C'est toujours par rapport à cette question de variation, parce qu'on a vu la courbe où, en fait, vers les années 2030-2040, on serait presque à le même taux d'utilisation de vélo que dans les années 50, mais d'après la courbe qu'il y avait, presque cyclique. Mais je me demande si c'est vraiment possible, parce que je pense que à l'époque, les gens qui utilisaient le vélo pour aller travailler, le travail était beaucoup plus proche. Maintenant, on a des villes dortoirs, par exemple, dans les milieux ruraux. Donc, est-ce que vraiment, il y a un peu un frein. Les gens des milieux ruraux qui font actuellement 35 km ne vont pas faire 35 km en vélo. Donc, on n'arrivera peut-être pas forcément au même taux que... Oui, évidemment. Après, ça restait un modèle, hein. C'est difficile d'avoir de vraies prévisions là-dessus. Donc, c'est vraiment pas des prévisions, c'est un modèle. Bien sûr, évidemment qu'il y a eu une augmentation des distances de déplacement, notamment des distances domicile-travail depuis ces 50 dernières années. Et ça, tout le monde en est conscient. Mais après, la question, c'est de savoir pourquoi ici on a eu une augmentation de ces distances. Et en fait, l'augmentation des distances, en fait, elle est liée à la démocratisation de l'automobile. En fait, sans l'automobile, il n'y aurait jamais eu cette augmentation des distances. Et étant donné qu'on réfléchit à changer de mode de déplacement, en tout cas de mode majoritaire, en tout cas de ce qu'on souhaite, etc., évidemment qu'il faut changer la distance, et évidemment qu'il faut changer les choses. On ne pourra pas faire la même chose en voiture, comme on le faisait en voiture, aujourd'hui en vélo. Évidemment ça pose tout un tas de sujets, et c'est là que c'est compliqué. C'est que ça pose pas seulement le sujet du mode de déplacement qu'on choisit pour faire un déplacement d'un point A à un point B, mais l'ensemble des façons de faire, des façons de consommer, des façons de se déplacer, des façons d'habiter, etc. Donc ça repose toutes ces questions-là. Et souvent, il y a un philosophe qui s'intéressait au vélo dans les années 70, Ivan Illich, qui disait que la voiture a créé la distance, en fait, dont elle est la seule à pouvoir répondre. En fait, c'est comme si c'était une sorte de virus et de
et de sérum en même temps, à créer quelque chose, mais elle est la seule à pouvoir le créer. Et c'est là-dessus que la voiture est très forte, et sur le mode de vie nous a fait qui a fait développer, c'est qu'elle a créé quelque chose, voilà, où elle peut seulement répondre. Donc forcément aujourd'hui, si on réfléchit au modèle de le mode de vie automobile avec le vélo, forcément que ça peut pas marcher, et que c'est plein de questions qu'il faut arriver à mettre en cause. Et c'est pas seulement sur les questions de mobilité, c'est sur les questions de consommation, de forme de ville, d'aménagement, et c'est tout ça qu'il faut arriver à mettre en cause. Et évidemment que c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués et qu'on peut pas faire du jour au lendemain. Ça nécessite de repenser plein de choses. Et en même temps, sur Reims, si on regarde la situation actuelle, bon, le pôle économique de la région, c'est Reims par rapport à ça. L'emploi, c'est énormément ici. Et l'emploi, il n'est pas en centre-ville, il n'est pas dans les zones 30, il est justement à la périphérie. Donc si on arrive à faire ce réseau express, et nous, on connaît des gens qui font déjà ça, je veux dire, ils habitent à Tinqueux, pour faire simple, et ils vont travailler dans un autre pôle d'activité qui se trouve de l'autre côté de Reims. Ça fait jamais que 6 ou 7 kilomètres. En vélo, c'est quelque chose d'extrêmement facile. C'est pas un problème, surtout quand il y a des voies effectivement dédiées aux cyclistes. Donc le problème, c'est pour ça qu'ils se concentrent dans les villes. Et vous avez complètement raison. Quelqu'un qui fait 35 km pour aller bosser, il ne le fera pas en vélo demain, c'est clair. Il continuera à le faire en voiture, en train, en je ne sais pas quoi, mais il ne prendra pas son vélo. Mais en même temps, le gros du problème se passe maintenant dans les villes où on a plus de 80% des habitants sur une zone considérée. Il y a une question tout à bas au fond et puis une ici, là. Rebondir dessus ? Je me permets, c'est juste pour apporter des précisions par rapport à des points qui sont abordés. On prend souvent l'exemple des Pays-Bas, de Copenhague, du Danemark. Voilà. Pourquoi les gens se déplacent à vélo à Copenhague? Parce que c'est plus rapide, tout simplement. Parce que les infrastructures ont été faites aussi pour donner en fait aux gens. Enfin, ils ne sont pas plus cyclistes que nous, en fait. Il fait des fois moins 20 l'hiver, et pourtant les voies vélo express sont remplies à tous les jours et à toutes les heures. Enfin voilà, c'est assez dingue. Mais c'est parce que c'est plus rapide. Quand on est à 35 km en Suède, on peut prendre son vélo, monter dans un TER et arriver à son boulot en ville tranquillement. Voilà, c'est possible parce que les infrastructures le permettent. Voilà, c'est aussi bête que ça. Moi, je suis en périphérie de Reims. Je le fais en vélo ou en voiture et en vélo. Voilà, je bidouille, mais il n'y a pas d'infrastructure qui me permet aujourd'hui de le faire concrètement en me disant tous les jours, je peux faire 25 km aller-retour tranquillement, arriver à mon boulot un peu frais et faire ma journée. Non, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais dans les pays où c'est fait, ça marche. Voilà, c'est tout. On n'est pas plus cycliste, on n'est pas un pays moins ou plus cycliste que les autres. C'est juste des infrastructures qui sont là pour le faire. Voilà. Bonjour, moi j'ai une question sur le maillage, parce que comme vous tous, j'ai été confronté à une piste cyclable, puis plus rien, un pont, etc. Et parfois le soir, c'est dangereux, puis même dans la journée. Et je me demandais en fait s'il y a un carnet de route de l'amélioration de ce maillage qui a déjà été décidé avec la ville dans les années à venir. Est-ce qu'il y a déjà un accord de trouver, enfin, et quel est l'objectif finalement si on est à 170 km, je crois, vous avez dit, de pistes cyclables. Est-ce que demain, c'est le double? Comment ça va évoluer, ça, concrètement, dans les années à venir? C'est une excellente question. C'est justement le cœur de notre travail, hein, de pouvoir quantifier ça et de pouvoir... Et on a déjà prévu des réunions techniques avec la municipalité là-dessus pour être justement plus dans le pratique. Parce que je vous dis, quelquefois il manque 100 mètres, 200 mètres entre deux bandes cyclables. La bande cyclable, je rappelle, c'est juste de la peinture sur la chaussée. C'est pas quelque chose de très difficile et de très coûteux. Mais des fois, il manque 3 fois rien et ça crée l'insécurité. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Donc notre idée, c'est que aujourd'hui, à Reims, en tout cas, toutes les zones 30 se développent à vitesse grand V. Et déjà là, vous résolvez une grande partie du problème. Parce qu'un vélo qui se déplace entre 15 et 20 km/h et une voiture à 30, le différentiel n'est pas très important, donc du coup la sécurité augmente très clairement. Donc ce maillage-là, les cartes existent. On a bien sûr les cartes de l'existant.
Donc on voit très bien où il faut agir et il faut qu'on le regarde avec la voirie directement, bien entendu, et qu'on puisse travailler ensemble à partir de l'expertise des gens comme vous, comme d'autres qui pratiquent le vélo à Reims. Donc notre association, elle veut vraiment faire la liaison entre les vrais besoins des cyclistes et qui ne sont pas des besoins de rêve, hein, et c'est pas n'importe quoi, et la réalité des choses. Et je pense que là, les élus et les techniciens ont besoin de nous parce qu'ils ne peuvent pas couvrir les centaines de kilomètres de la voirie à Reims, ce qui est normal. Donc c'est un vrai travail en partenariat sur lequel moi je veux vraiment qu'on avance très vite maintenant parce qu'il y a un vrai besoin qui a été exprimé par Clément, on voit bien les courbes, ça augmente et c'est vraiment le moment d'en profiter pour justement sécuriser tout ça. Le maillage, c'est la première des choses sur laquelle il faut travailler avec le réseau express. Et on aura des gens, comme l'a dit Jason, qui seront capables effectivement de faire même 10 km pour aller travailler. Et ça devient un plaisir en plus, c'est quand même quelque chose d'étonnant. On n'est plus dans les bouchons, enfin, moi, je ne fais que du vélo à Reims, et quand je grille, entre guillemets, toute une rue entière de voitures qui est bouchonnée et je passe en vélo à côté, je sens dans les voitures un certain agacement, que je puisse moi me balader dans ma voie tout seul, etc. Bon. Mais c'est plutôt positif, hein, je veux dire, et on gagne du temps, enfin, on gagne un temps fantastique. Moi, je ne viens jamais en centre-ville en voiture, ça n'a pas de sens, je ne peux pas bien me garer, enfin, j'y arrive pas, je ne vais pas du tout là où je veux. Alors que maintenant, et là, Reims est en train d'accrocher 1000 arceaux supplémentaires pour accrocher nos vélos, et c'est ce qu'il faut, à un moment donné, pour sécuriser. Hein. Bon, ici, je suis arrivé tout à l'heure, je me suis mis là, il y en a 2 là, et il y en a plus de l'autre côté de la place, mais je veux dire, c'est vrai que c'est sécurisant pour ne pas se faire piquer son vélo, hein, clairement. Oui, on va vous passer un... Ah bah là-bas, ouais. Dites-moi, vous êtes un peu dans le noir là-bas. Moi j'ai une question par rapport à la mise en application et le respect des pistes cyclables à Reims, parce qu'il y en a de plus en plus, donc on est très content, mais... par exemple, devant l'école de notre fils, donc on est content de voir des pistes cyclables, mais elles ne sont pas respectées et tous les matins et tous les soirs, y a des voitures sur l'étendue des pistes et du coup ça ne sert à rien. Et je n'ai jamais vu de policiers verbalisés ou quoi que ce soit en rapport avec le vélo. Il y a plein d'infractions qui sont commises et librement, donc du coup... Vous avez raison, c'est ce qu'on appelle l'incivilité qui effectivement est relativement importante. Bon, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. J'ai commencé à faire des photos de tous les gens qui étaient garés sur les bandes cyclables. Bon, j'ai arrêté parce que le deuxième jour, je devais déjà avoir 25 photos. Après, je ne peux pas les coalitionner et puis faire ça ne sert à rien. Effectivement, il y a quelque part un sans-gêne généralisé, mais en même temps c'est un problème culturel, c'est-à-dire que quelqu'un pose son enfant à l'école, il se gare devant, il descend son enfant, enfin je veux dire, c'est comme si la chaussée appartenait effectivement juste à cette voiture-là, quoi, pendant un temps donné. Et quand on vient le rechercher, c'est pire, puisque de toute façon on ne sait pas vraiment à quelle heure il sort, donc c'est encore plus bouchonné à la sortie. Et c'est pas normal, donc ça veut dire qu'il y a cet effort de communication, il est à faire pour tout le monde, pour que l'incivisme diminue par rapport à ça. Parce que je pense que ce n'est pas qu'un effort de communication. Quand on va aux Pays-Bas, dès qu'il y a une incivilité qui est commise, même dans le cas de vélo, on est tout de suite... nous, on a fait les frais, il y a des policiers qui viennent vers vous et on est sanctionné. Et... Parce que s'il n'y a pas, de répression, s'il n'y a pas un petit peu de sanction, c'est sûrement une phase de répression qu'il faut sur laquelle il faut qu'il y ait un suivi aussi qui soit fait. Sans doute, c'est sûr. À ça, quoi. Sans doute. Et que la question qui soit posée, que. Bien sûr, on remonte régulièrement des informations aussi autour de la police municipale là-dessus. Vous avez raison. On avait une question au milieu là aussi, mais il n'y a pas. Le micro est par là. Voilà. Bonsoir. Moi, ma question s'adresse plutôt, je dirais, aux 2 intervenants et aussi aux... Ouais. Je voulais savoir bien qu'en en est de tout ce qui est crainte quant aux nouvelles inventions telles que les monocycles et les autres engins de mobilité urbaine qui voient le jour.
Bah oui, nous on parle souvent d'engins de déplacement de personnel, d'EDP, pour essayer de regrouper voilà, tous ces modes qui apparaissent. Et c'est vrai que il y a beaucoup de craintes de la part de pas mal d'usagers, notamment des piétons sur ces modes qui justement n'ont pas trop encore leur place sur la voirie. Alors justement, il y a la loi L'Homme qui a été évoquée par François qui doit essayer de réglementer un peu tout ça. Mais je pense qu'en fait, il y a la même crainte avec l'apparition de ces modes-là qu'il y a eu avec le retour du vélo aussi, parce qu'en fait, c'est forcément pour le piéton un nouvel usager auquel il doit faire attention. Le piéton, il se retrouve déjà avec plus beaucoup de place dans la ville. À la fin de ce siècle, on l'a limité au trottoir. Il faut qu'il traverse les rues en angle droit avec des passages piétons quand le feu il est vert, quand le bonhomme il lui laisse le droit, etc. Donc forcément, il se retrouve avec encore un autre mode auquel doit faire attention, qui en plus est silencieux. Et comme on lui a appris que en ville, c'était le bruit qui était le danger, c'était la voiture, les deux roues motorisées. Donc forcément, il y a un nouveau mode qui arrive, qui est silencieux et qui va presque sur les mêmes espaces que lui. Logiquement, c'est assez prévisible. Il va pas forcément bien le prendre, le piéton, et on lui rajoute quelque chose en plus auquel il faut faire attention. Et le peu d'espace dans lequel il est, maintenant, il doit faire attention. Donc je pense que c'est un réflexe naturel en fait d'avoir une sorte de crainte vis-à-vis de ces nouveaux modes. Et moi, par exemple, quelque chose d'assez intéressant, moi, dans mes entretiens, j'ai beaucoup de cyclistes qui me disent que eux, les trottinettes ou ces engins-là, ils les voient de manière assez négative. Et souvent, ils savent pas trop comment gérer, mais je me rends compte qu'en fait, ça devient le nouveau vilain petit canard. Le vélo, du coup, maintenant, il devient un peu normal, il devient fréquentable. Et voilà, on commence à faire des choses, etc. Et du coup, il y a ce nouveau mode qui apparaît où on se dit encore, mais c'est qui encore ces usagers, ces modes-là qui apparaissent? Évidemment qu'ils n'ont pas de place aujourd'hui. Ils n'ont pas de place, donc évidemment qu'ils sont mal pris en compte, évidemment que les usagers ont du mal à les prendre en compte. Mais je pense qu'avec l'évolution de la pratique, alors après, c'est difficile de dire, est-ce que c'est juste un usage qui est de l'ordre de la mode et qui va s'estomper? C'est possible que ça s'estompe un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de trottinettes électriques. Enfin, pour le cas de Paris ou de pas mal de grandes villes, les trottinettes électriques en libre service dans la rue ont déjà quasiment totalement disparu. Donc il y avait cet effet de mode qui a été assez important. Mais il va forcément avoir un usage qui va se maintenir un peu, mais il faut lui trouver une place, et c'est justement parce qu'il n'a pas de place aujourd'hui et que les usagers ne sont pas habitués à le voir que c'est mal perçu. Mais je pense qu'avec le temps, de la même manière que ça s'est fait avec le vélo et que ça c'est en train de se faire avec le vélo, il va y avoir une normalisation de la pratique et que les autres usagers vont commencer à s'y habituer aussi aux pratiques. Et le piéton aujourd'hui va se rendre compte que le danger, il ne fait plus forcément du bruit. Ça peut être un cycliste qui ne fait pas de bruit. Dans un double sens cyclable, il peut surgir une trottinette aussi qui ne fait pas de bruit. Et donc je pense que c'est aussi une réappréhension, réapprendre à vivre l'espace et à se déplacer en ville et ne plus le faire comme on l'a fait pendant les 30 Glorieuses et jusqu'aux années 90, où il y a forcément que 3 modes en ville: le piéton, les transports en commun et la voiture. Aujourd'hui, demain, on a la possibilité d'avoir 20 modes à disposition. On a la trottinette normale, la trottinette électrique, le vélo assistance électrique, on a les transports en commun, on a la voiture, on a l'autopartage. Il y a beaucoup plus de possibilités. Évidemment que c'est quelque chose de plus complexe à prendre en compte, à étudier, à organiser, mais au final, ça fait sûrement un système qui est beaucoup plus viable et beaucoup plus résilient, parce qu'il peut s'adapter davantage aux problèmes qu'à un système où on a forcément que trois possibilités, et que forcément dès qu'il y a un système qui marche pas, on est un peu bloqué. Donc je pense que c'est la logique qu'on ait une multiplication des modes, et il faut arriver à vraiment tous essayer de les prendre en compte. Non, mais moi je pense que c'est intéressant. Et en plus, à un moment donné, là, je vous remets à l'écran le réseau Vélo Express. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'une fois que ça c'est fait, le maillage réalisé, tout va bien après. On n'est pas non plus dans des investissements permanents de choses récurrentes et de choses extrêmement chères. Une fois que c'est fait, une fois que c'est accepté, et donc du coup le sentiment d'insécurité disparaissant, c'est des choses qui sont fluides après, comme c'est le cas à Strasbourg, comme c'est le cas dans d'autres villes, etc. Alors il y a d'autres questions, toujours au milieu là, et puis derrière au fond aussi. Oui, il y a deux choses, il me semble, très importantes qui ont occupé pas mal de temps là tout de suite. Je crois que c'est effectivement très bien. D'abord, ce qu'on vient de traiter, ça va alimenter le sujet de Mademoiselle, c'est la cohabitation, le vélo et les autres, ou le vélo, les différents usages, etc. Et c'est sûr qu'il y a une dimension de civilité à acquérir. Et puis alors d'autre part, c'est bien, vous avez remis pour moi cette carte-là, c'est super. Elle montre bien effectivement l'existence de réseaux, mais aussi le maillage de l'existant. Et quelqu'un le soulignait tout à l'heure, c'est le fait qu'on a du kilométrage tout à fait important,
mais qui est gâché par des... Vous parlez de points noirs, c'est souvent un peu plus qu'un point noir, c'est quelques centaines de mètres sur lesquels on est perdu. Non seulement il n'y a rien, mais on ne sait pas trop par où passer à des endroits, et comme vous le soulignez à l'instant, ça ne coûte pas forcément cher. Par exemple, la rocade que vous montrez en jaune autour de l'ancien centre, elle commence à être réalisée sur les promenades, mais quand vous prenez les basses promenades et puis vous arrivez à la place Colbert, il n'y a plus rien. On ne sait plus où aller. De l'autre côté, alors le réaménagement en plus était très bien fait, puisqu'il y a des deux côtés deux voies, et en particulier du côté du boulevard Foch, il y a une allée vraiment des cyclistes qui est à côte séparée par des aires de jeu, etc., d'une très belle allée également piétonne. Et là, ça serait très facile sur des trottoirs qui sont très larges et qui ne sont pas intégralement occupés par les clients de Bablacar et autres devant la gare. On pourrait facilement ménager une bande de... Elle peut même être assez large, là, de 2 mètres, 2 mètres 50 de large, bordant l'espace vert et faisant la liaison de l'autre côté. Et dans beaucoup d'endroits, c'est la même chose. Alors, il y a une chose que je regrette sur votre carte, c'est que je ne vois pas de radiale, peut-être parce que ça ne permettait pas d'écrire le mot vélo, mais l'une montant vers Croix-Rouge et l'autre montant vers le Moulin de la Housse, c'est-à-dire tout de même les deux grosses concentrations d'étudiants de la ville. Alors, vers Croix-Rouge, ça existe déjà. Effectivement, c'est pour ça que ça existe déjà. Le long du tram. Pour aller au Moulin de la Housse, en revanche, ça m'arrive d'y monter en vélo, on serre parfois les fesses. Oui, c'est vrai. Mais il y a déjà des choses existantes quand même. Il y a déjà des choses existantes. Du côté du boulevard Dieu-Lumière, etc. Il y a déjà des choses existantes. C'est pour ça qu'on a essayé, même si je peux vous assurer qu'on ne l'a pas fait exprès, que c'est d'après un camarade qui est ici présent d'ailleurs, qui nous a dit, mais attends, c'est écrit vélo, mais on ne l'a pas fait exprès. Mais c'est déjà, ça se raccorde à des choses déjà existantes. Donc l'idée, c'est de travailler avec la municipalité ces sujets-là en rappelant que des choses existent déjà, qu'on ne part pas de zéro, que ce qui a été fait dans les années précédentes, ça permet justement de boucler aujourd'hui un certain nombre de choses. Mais j'ai demandé récemment aux élus actuels, et on verra demain, de pouvoir travailler techniquement là-dessus, parce qu'il y a plein de choses existantes, et du coup, on va déjà se baser sur l'existant, on ne veut pas réinventer l'eau chaude, ça ne sert à rien. Il y a des possibilités. À Reims, on a une chance extraordinaire. Il y a très peu de bouchons automobiles, c'est à peu près fluide au niveau de la circulation voiture, sauf aux heures de pointe, mais c'est même pas très chargé. Et c'est une ville qui ne pose pas de gros problèmes d'altitude. Alors, sauf Moulin de la Housse, mais j'ai bien connu, j'étais étudiant à la fac de sciences, il n'y avait rien à cette époque-là, les années 70. Mais effectivement, ça monte un peu. En même temps, ça n'est pas non plus insoluble, il ne faut pas exagérer. Mais il y a déjà des choses existantes pour monter là-haut. Puis on peut se garer facilement en plus. Enfin bon, il n'y a pas de souci. Le quartier Europe est pas mal desservi aussi par déjà des bandes et des pistes cyclables. Donc il faut regarder dans le détail. C'est pour ça que c'est très important qu'on puisse travailler Véloxygène et la municipalité de conserve de manière à voir effectivement avancer les choses. Oui, d'ailleurs, il me semble que, enfin, en tout cas, dans le conseil de quartier, Charles Arnoux-Clermarais, Véloxygène est présente, avec l'ami Martial, et je pense que dans pas mal de quartiers, c'est le cas. S'il y a 12 quartiers, ça permet de jouer. Et c'est, je crois, un niveau spatial et social d'approche qui permet là de voir. D'ailleurs, la zone 30 qui a démarré plus lentement qu'au centre où elle a été mise d'un seul coup, mais qui avance petit à petit. Au départ, elle était partie du souci où peut-on passer en vélo. Et puis, de là, on est arrivé vers la conception des zones 30 et des quelques axes structurants dans lesquels, en revanche, on a la circulation générale à gérer. Et là, je crois que ça peut jouer un rôle important. Merci. Je me permets vite fait une autre précision. En fait, j'ai eu la chance de visiter plusieurs villes en France. Enfin, il y en a 3-4 qui sont vraiment fortement développées au niveau du vélo. Strasbourg, Nantes, Grenoble et Bordeaux. On retrouve comme, enfin, elles sont fortement maillées.
il y a un fort réseau, mais elles ne sont pas pour autant toujours lisibles. Voilà, on se retrouve, même si le maillage est fait, on ne se retrouve pas forcément, qu'on ne connaît pas la ville, on se retrouve à des endroits où on fait où est-ce que je vais rouler là? Parce qu'on vous passe d'un côté droit à un carrefour au milieu. Enfin, pour moi, c'est aussi un souci de typologie, de lisibilité. Là, je m'adresse un peu aux étudiants aussi. C'est-à-dire c'est une importance en fait, de rendre lisible l'accès à ces pistes et de mettre tout le monde d'accord par soit des couleurs ou en fait, une vraie visibilité, de dire où est-ce qu'on va rouler. Parce que quand on roule à 20 km/h, on n'a pas le temps de réfléchir à se dire où est-ce que je vais aller sur les 100 mètres d'après. Voilà. Et même du coup, dans les grandes villes, c'est pas toujours maillé de la même façon. Et même si c'est fait, on se retrouve toujours avec des problématiques comme ça. Alors c'est tout à fait exact. Et il y a une problématique supplémentaire sur laquelle on va travailler rapidement, c'est le tourisme. Bon, vous savez qu'à Reims, il y a quand même un niveau de tourisme important avec la cathédrale et un certain nombre de choses. Il est complètement évident que des touristes arrivant à Reims, voulant se loger dans les hôtels à Reims et voulant abandonner leur voiture pour la période où ils sont à Reims, ils ont de la chance. Il y a effectivement une société qui a des vélos bleus qui s'appelle Zébulo et qui effectivement vient de s'implanter, mais qui croît très raisonnablement et ça augmente régulièrement. Donc on est bien par rapport à ça. Et ça peut tout à fait être des circuits touristiques qui soient bien balisés et bien expliqués, etc., pour que ces touristes-là puissent se balader tranquillement avec des vélos loués et sur des circuits touristiques identifiés. Ça, c'est aussi très important en termes d'aménagement du territoire. C'est une constante qu'on a. Il y a quand même beaucoup de touristes à Reims et il faut en profiter. On en profite aussi avec la cathédrale qui a brûlé, mais il y a plus d'un siècle. Du coup, il y a beaucoup de gens de Paris qui peuvent visiter Reims et pas Paris. Mais c'est très important ce travail qu'il y a à faire et vous seriez intéressés, et nous aussi, à ce qu'on puisse le faire éventuellement ensemble. Oui, moi je m'interrogeais sur l'opportunité de mettre des vélos électriques dans Reims parce que c'est quand même une ville qui est relativement plate et que le coût d'un vélo électrique doit, j'imagine, être bien supérieur à un vélo sportif. Alors, Clément va dire un peu, mais moi, le vélo électrique, j'étais pas très chaud non plus au démarrage. Parce que, si vous voulez, effectivement, bon, on se dit, il y a une pollution, il y a la batterie, il y a truc, il y a machin, etc. En même temps, c'est un accès à certaines populations qui ne feraient pas de vélo, très clairement. Vous avez des gens âgés qui n'ont pas fait beaucoup de vélo dans leur vie à cause du fait qu'ils ont vécu les années 70, voitures, mobylettes, machin et compagnie. Et ils n'ont pas la pratique, l'expertise, parce que quand on fait beaucoup de vélo, on est extrêmement attentif à tout ce qui se passe autour de soi. Et quand on démarre le vélo, on a peur, quelque part, de tomber, de trucs, de machin. Et le vélo à assistance électrique permet quand même à des gens, soit un peu âgés, soit malades, et qui veulent redémarrer du vélo, de pouvoir démarrer des choses comme ça. Et si ces vélos électriques n'existent pas pour des touristes, il y en a qui peut-être effectivement n'en profiteraient pas. En même temps, il va y avoir aussi, d'après ce que j'ai compris, des vélos non électriques à louer sur le même type de circuit. Donc on aura le choix éventuellement de l'électrique ou pas électrique. Et pour compléter sur le vélo électrique, il y a certes certains usagers aussi qui peuvent se mettre au vélo avec ce type de véhicule, mais aussi sur l'usage du vélo, on voit que ça a un fort impact, notamment sur les distances parcourues. En fait, les usagers de vélo électrique, dans les enquêtes, on se remarque qu'ils font beaucoup plus de distance que les usagers de vélo mécanique, puisque du coup, forcément, l'effort n'est pas le même. Et la vitesse moyenne aussi est un peu plus importante, donc ça permet de faire de plus grandes distances, et que souvent, du coup, ça a un plus gros impact sur le report modal depuis la voiture. C'est-à-dire que les gens, en se mettant vers le vélo électrique, il y a plus de déplacements en voiture qu'ils font dorénavant en vélo, comparé à ceux qui restent seulement au vélo normal. Et après, sur les vélos à assistance électrique, il y a aussi tous les vélos cargo, ou les biporteurs, les triporteurs, qui permettent d'emporter des charges et qui sont plus simples, évidemment, à vélo électrique. Quand on a 2 ou 3 enfants sur un vélo, forcément, un vélo électrique, c'est un peu plus intéressant. Donc il y a aussi tout cet impact, cet intérêt-là. Mais après, évidemment, qu'il y a la question, comme pour n'importe quelle technologie ou n'importe quelle voiture, de la batterie, de ce qu'on fait ensuite de la batterie, etc. Et on pose un peu les mêmes soucis, et que pour pas mal de personnes, ça peut être remis en cause. Mais voilà, il y a tous ces usages qui sont possibles et qui sont plus simples. Donc c'est sûr que ça peut être une solution, en tout cas à prendre en compte, pas l'unique, mais en tout cas une des solutions à chercher à développer, c'est sûr.
Alors j'avais une question quant à la... Ça tombe bien d'ailleurs que vous ayez laissé l'image sur le diapo en fait. C'est sur la faisabilité de ce genre de réseau. On parlait tout à l'heure de villes comme Copenhague, il y avoir par exemple Utrecht ou Maastricht, où ils ont finalement rendu assez invivable le transport automobile pour pouvoir le donner au transport cycliste. En fait, moi, je me pose la question sur vraiment une cohabitation possible dans l'extrême centre-ville entre les cyclistes et les automobiles. Quand on pense qu'en France, il y a déjà eu, par exemple, il me semble que dans les années 70, il y a déjà eu la loi LOR qui réglementait le fait que dans n'importe quelle portion de route construite devait comporter un axe cyclable et que ça n'a déjà pas été respecté dans cette perspective. Je me demande si c'est pas en fait trop coûteux de vouloir faire les deux, alors que finalement réduire le nombre d'automobiles dans les villes pourrait permettre de laisser de l'espace pour implanter des pistes cyclables à moindre coût, je pense, encore moins cher que ce qui pourrait être fait en laissant les deux. Vous avez sans doute raison, mais je vois quand même assez difficilement comment on peut arrêter une circulation automobile en centre-ville. Je sais que Strasbourg vient de décider à l'échelle 2024 de supprimer tous les diesels de la ville, tous les diesels de la ville. Ça pose aussi des problèmes financiers de gens qui ont des voitures effectivement qui vont devoir remplacer. Ils ont annoncé qu'ils allaient financer un certain nombre de remplacements de véhicules, mais ça pose quand même un gros problème technique et financier pour un certain nombre de gens. Moi, j'ai vraiment l'impression, depuis que j'expertise un peu tout ça à titre personnel, que le centre, à l'intérieur de la rocade là, si le centre là, et pas trop un problème en matière de vélo pour ce qui existe aujourd'hui, à cause des zones 30, à cause de ce qui a été fait, à cause des places qui ont été données effectivement au vélo. Je pense que le vrai problème, il n'est pas forcément là, il est sur le maillage du restant, de ce qu'on appelle nous le réseau secondaire, et sur la création de ces axes-là rapides, alors rapides en matière de vélo, sur laquelle il faut donner la priorité. Donc vous avez raison, de toute façon, on va restreindre quelque part la priorité des voitures sur ces zones-là. Je prends un seul exemple. J'avais parlé de ça à la suite de l'administration générale sur France 3. L'idée de ce réseau-là qui passe là, par exemple, du côté du boulevard Lundy. Vous prenez le boulevard Lundy, aujourd'hui 4 voies, entre la place Cérès et place de la République. Soit on crée une double voie cycliste au milieu, les deux bandes qui sont au milieu, effectivement, et de chaque côté, les voitures peuvent passer à droite, se garer en épi, tout ça, et vous avez une voie express qui traverse le boulevard Lundy. C'est une possibilité. On va regarder ça de près avec la municipalité. L'autre possibilité, c'est de prendre la rue parallèle, qui est la rue Andrieux, et de la rendre, effectivement, prioritaire aux vélos, aux trottinettes, aux trucs, aux machins. C'est aussi une possibilité. Ça a le même effet, on va dire, pour celui qui se déplace de la place Cérès à la place de la République, mais les deux options sont possibles. Et je crois qu'il faut que là aussi, on regarde techniquement les choses. Qu'est-ce qui est de plus intelligent à faire? Qu'est-ce qui est de plus dynamique? Qu'est-ce qui est de plus intelligent et de moins cher? Ça ne nous dérange pas de regarder comme ça. Mais à un moment donné, c'est vrai que vous restreignez la circulation automobile. Vous retirez du droit aux autos, quelque part, c'est évident, mais même la vitesse. Les zones 30, ben, c'est plus 50, c'est 30. Bon, même si elles ne sont évidemment pas respectées en totalité, c'est clair. Mais il faut restreindre le trop de voitures qui s'est trop développé dans les villes, c'est complètement évident. Compléter un peu les deux petites questions qui ont été faites. Sur la loi LOR, c'est vrai qu'elle a eu assez peu d'impact au final, en tout cas sur les aménagements cyclables, parce que quand elle est parue au milieu des années 90, en fait, il n'y a eu aucune contrainte pour les municipalités pour appliquer les aménagements. C'est-à-dire que qu'on faisait un aménagement ou pas, de toute manière, il n'y avait pas de contrôle en fait si l'aménagement cyclable est fait. Ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de municipalités qui font des aménagements et qui ont fait des aménagements ces 25 dernières années sans se poser la question de cet aménagement-là. Et moi, pour avoir discuté avec pas mal de techniciens dans les municipalités d'Île-de-France, il y a des communes qui ont découvert seulement il y a 1 ou 2 ans qu'il y avait cette loi et qu'il y avait cette contrainte-là. Les techniciens n'étaient même pas au courant de cette loi, donc c'est pour dire l'impact qu'elle a eu, ce qui est quand même assez minime. Et pour revenir sur la cohabitation des différents usagers dans les villes, je pense qu'il y a une question de perception qui est quand même très très importante, parce que par exemple la part modale de la voiture à Amsterdam est de 20%. Donc il y a 20% des déplacements qui sont faits dans Amsterdam qui sont faits en voiture. À Paris, la part modale de la voiture, dans les chiffres de 2010, c'est 12%. C'est-à-dire qu'il y a plus de déplacements qui sont faits en voiture en proportion à Amsterdam que dans Paris intramuros. Donc en fait,
C'est aussi la question de la perception de la nuisance et de la densité de la circulation. À Paris, la circulation est tellement importante que même seulement 12% des déplacements qui sont faits en voiture, ça paraît comme invivable, mais au final, à Amsterdam, ça paraît comme acceptable. Donc il y a aussi la question de la perception des nuisances et des aménagements, etc. Et qu'au final, en fait, à Amsterdam, il y a quand même un déplacement sur 5 qui est fait en voiture, ce qui est au final qui est quand même relativement important. Et après, sur la question de comment basculer, voilà, comment on passe du basculement où on arrête la circulation en centre-ville, comment ça se passe, etc. Comment on peut arriver à gérer ça, comment on limite. À Strasbourg, au début des années 90, quand ils ont réintroduit le tramway dans la ville, ils ont décidé de supprimer la circulation automobile au sein de l'île centrale, dans le centre de Strasbourg. Évidemment que ça a été très mal perçu au début. Au début, tout le monde s'est dit, mais c'est plus possible, on ne va plus pouvoir traverser Strasbourg. Et évidemment que ça a mal été perçu, et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, aucun Strasbourgeois, enfin, faut regarder, je pense que des sondages sont faits, et même, je pense qu'il n'y a même pas besoin de sondages, il n'y a aucun habitant de Strasbourg qui souhaiterait que la voiture revienne en centre-ville. Le centre-ville de Strasbourg, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, il n'y a pas de voiture, il y a très peu de roues motorisées, c'est sûrement le centre-ville le plus calme de France, c'est extrêmement calme. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il se trouve que j'ai fait le plan de circulation sur Strasbourg à ce moment-là, que je m'occupais du tramway. Bon, bah, on donc, vous une écoute. petite précision. Bah, Ce pas de n'est souci, avec plaisir. La suppression de la circulation au centre, c'est la suppression du transit en ville, qui s'est faite en même temps que la création de la rocade, enfin ce qu'on appelait la rocade sud, qui permettait de relier une autoroute qui allait d'un point vers l'Allemagne. Donc, effectivement, nous avons supprimé le transit en ville et créé des boucles de circulation, ceci pour supprimer effectivement la part de véhicules de transit qui permettait de faire le tramway. Et nous avons fait un plan global, tram, voiture, vélo et piéton. Donc il faut faire extrêmement attention sur le transit, à ce que l'on dit. Bien sûr, bien sûr. Et pour parler vélo également, puisque je m'en occupais aussi sur Strasbourg, ce qui est très important aussi à dire, c'est que effectivement il y a une restriction de la part des véhicules à faire. Il y a également tout un accompagnement de la sécurité du stationnement vélo à faire. Il y a toute une part aussi de suppression de stationnement gratuit pour les véhicules en ville à faire. Donc, je veux dire, c'est pas une mince affaire. Hein. Et en plus de tous ces points, sur la partie sécurité des vélos au niveau du stationnement, il y a aussi toute la part de qu'est-ce qu'on fait du vélo chez soi. On a eu une politique effectivement assez draconienne en matière de stationnement, puisqu'il y avait une grosse part de la part de mètres carrés dans les logements à avoir pour du stationnement vélo, mais on commence à avoir aussi le retour de bâton, puisque ça a renchéri la part des mètres carrés en ville, et du coup on se retrouve avec 100 000 habitants de moins dans la partie de l'hypercentre. Donc il faut faire très très attention. La part de répartition modale peut avoir des répercussions phénoménales sur comment on vit au centre-ville, comment les habitants et notamment les personnes modestes peuvent s'approprier des logements au centre-ville. C'est gentil de venir de Strasbourg pour nous dire ça, c'est très sympa. Mais dans ce qu'on a proposé nous, je pense que justement, ça ne nécessite pas des transformations aussi importantes que ce qui a été fait à Strasbourg. Et que quelque part, c'est relativement simple au niveau solution pour en fait améliorer considérablement les choses existantes. Il y a énormément de choses à faire ici. Énormément. Choses à faire pour améliorer la circulation. Tout à fait. C'est la dernière question. Après, on devra arrêter pour que Clément Duzon puisse prendre son train et que nos intervenants puissent rentrer à l'heure. Ça tombe bien, c'était une question pour Clément. Du coup, tu as étudié surtout sur Paris, mais je pense que du coup, tu as une approche plutôt globale sur le cas français. Pour toi, est-ce qu'on est sur un pays spécifique? Est-ce qu'on va y arriver à faire de la place au vélo sans non plus contraindre trop la voiture? Est-ce que tu as des prédictions ou des choses que tu pourrais
comment dire, je pense qu'est-ce que Ouais, tu ouais. vois en fait comme développement futur? Moi, je pense que tous les pays sont spécifiques. En fait, il n'y a pas, évidemment pas de généralité à faire. Enfin, je pense que chaque cas est particulier. Je pense aujourd'hui, évidemment, qu'on est dans un système où, contrairement aux Pays-Bas, justement, parce que j'essaie de faire un peu l'analogie sur ce qui s'est passé aux Pays-Bas, je pense que les Pays-Bas étaient moins avancés dans ce mode de vie imposé par la motorisation et par les distances, justement, que ça crée, etc., ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je pense que, effectivement, l'inflexion, elle est plus difficile à faire, en tout cas, notamment par rapport à ces pays qui l'ont fait plus tôt, et que forcément, que plus, je pense, plus on attend, plus c'est difficile à faire. Après, je pense qu'aujourd'hui, sur la question de la perception, de la symbolique, de l'acceptation, on est quand même sur un moment où on a vraiment eu un changement. Enfin, là, on le voit bien sur Paris, notamment avec les grèves, l'impact qu'a eu les grèves, notamment sur la perception, l'impact, par exemple, qu'avait eu le Vélib en 2007, à l'arrivée du Vélib, sur la perception de l'usage du vélo, ça avait été extrêmement fort. Et au final, prévoir l'arrivée du Vélib et l'impact que va avoir le Vélib, par exemple, sur l'image du vélo, 2-3 ans avant, c'est quand même très compliqué, je pense, à prévoir. Et même les grèves, au final, les grèves, personne ne pouvait évidemment prévoir les grèves, même chez les militants cyclistes qui étaient plutôt optimistes sur le retour de l'usage du vélo, ces impacts-là, ils sont difficiles à prévoir. Donc je pense que non, c'est extrêmement compliqué à prévoir. Après, on voit bien qu'il y a des tendances de fond qui sont globales et qui permettent d'augurer certaines évolutions, mais dire vraiment ce qui va se passer, je pense que c'est évidemment compliqué. Pour reprendre le cas de Paris encore, qui est celui que je connais le mieux, voilà, on est sur une baisse de l'usage de la voiture ces 30 dernières années, une augmentation de l'usage du vélo, très importante aussi ces 30 dernières années. Dire que d'ici 10, 20, 30 ans, les courbes d'usage à Paris vont se croiser entre l'usage du vélo et de la voiture, c'est quand même très probable. Dire quand est-ce que ça va arriver, ça c'est compliqué, et je pense que c'est même impossible, et c'est pas forcément très intéressant, mais dire que ça va arriver, je pense que c'est plutôt une évidence. Alors après, évidemment, dans les autres territoires, c'est pas les mêmes logiques. À Paris, la concentration de la densité de déplacement fait que la voiture, depuis assez longtemps, elle est perçue comme nuisible pour la vie des urbains, ce qui n'est pas forcément le cas à Reims, par exemple. François disait, à Reims, il n'y a pas de problème de congestion, donc forcément, les problèmes liés à l'usage de la voiture, ils sont moins perceptibles, et ce qui est tout à fait normal. Et que forcément, en fonction des villes, en fonction des échelles, c'est pas les mêmes choses. Mais après, je pense aussi que Paris, on le voit bien, je pense, joue aussi une sorte de modèle. Alors, c'est pas forcément positif, hein, mais ce qui se passe à Paris, au final, ça inspire les autres. Justement, on parlait du cas de Strasbourg. La preuve, moi-même, j'ai dit c'était pas très précis, mais ce qu'a fait Strasbourg, au final, est-ce que les autres grandes villes françaises le savent? Pas forcément. Enfin, alors que si demain Paris est vraiment une ville, un quartier totalement fermé aux voitures, et je suis sûr que tout le monde en parlera dans les journaux et ça pourra avoir un impact sur les autres territoires beaucoup plus fort que a eu Strasbourg. Et encore une fois, Strasbourg a sûrement très bien fait. C'est juste que cette exemplarité qu'a Paris, par exemple, a un impact beaucoup plus important. Donc ça peut jouer. Et on voit bien qu'à Paris en ce moment, il se passe quelque chose. Et que je pense que les villes qui n'ont pas encore pris le pas, les grandes villes qui n'ont pas encore pris le pas vont sûrement le faire dans les prochains mois. Après, les municipales vont avoir un impact. Mais même à Paris, on voit bien qu'il y a quasiment que des élus qui ont envie de parler vélo, en tout cas à Paris. Bon, il y a une exception, mais c'est un peu particulier. Mais en tout cas, tous les élus se sentent concernés par le sujet vélo. Ils vont faire plus ou moins bien, évidemment. Mais en tout cas, tous les élus se sentent concernés. Et je pense que c'est le cas dans de plus en plus de grandes villes. Et en tout cas, c'est le chemin qui semble un peu évident. Du coup, on va s'arrêter là. Donc, pour les remerciements, on remercie quand même Monsieur Jobard pour la captation vidéo des services de numérique de l'Université de Reims. On remercie aussi forcément l'IATER et les IRINS, dont le directeur est présent ici. Donc, merci de votre présence également et de votre soutien pour cet événement. On remercie bien sûr nos deux intervenants, donc Clément Duzong, François Stolz, pour avoir répondu présent et pour avoir mené à bien cette conférence. Quelques précisions. Donc, le prochain Café Urba, il est prévu le mercredi 25 mars, même heure, même endroit. Il portera sur la question du patrimoine dans l'urbanisme. Donc, les questions architecturales, on aura notamment Sarah Inarski, architecte urbanisme à l'agence d'urbanisme de Reims, qui viendra intervenir auprès d'un intervenant universitaire.